Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Nous vous proposons aujourd'hui notre spécial bilan de mi-saison. Comme chaque année, nous revenons sur les faits marquants depuis le mois d'août. Nous décernons les récompenses et les bonnets d'âne, nous traitons les polémiques. Bref, nous débattons avec aujourd'hui Gila, Roland et Tom. Salut à vous. Bonsoir. Salut à Bonsoir. tous. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël familial, que cela vous a revigoré pour les 6 prochains mois au moins. Mais il est temps d'entrer dans le dur et c'est comme toujours Gila, notre Gila jaune à nous, branche modérée pondérée, je vous rassure, qui va nous rappeler ce qui s'est passé ces 5 derniers mois. Alors, ces 5 derniers mois ont été une nouvelle fois assez mouvementés. Comme une impression de déjà vu, peut-être que mes compères me suivront à ce niveau-là, car donc après 19 journées, la phase allée s'est donc terminée hier soir par une victoire face à la Spal. Le Milan occupe la 5e place, donc avec 31 points, soit un tout petit peu plus que la saison précédente. Voilà, avec un bilan qui est à nouveau en demi-teinte, qui aurait pu être un peu meilleur, mais qui est toutefois en demi-teinte, notamment et surtout en fait en raison de l'élimination prématurée en Europa League. Donc dans les circonstances que l'on connaît face à l'Olympiakos, pourtant voilà, le Milan avait quand même la possibilité de sortir de ce groupe. Ça n'a pas été le cas, donc ça a apporté un gros coup d'arrêt au club lors de ces dernières semaines. C'était d'ailleurs le point de départ de la petite crise dans laquelle le Milan est encore à l'heure actuelle. Mais voilà, c'était le début de la petite crise de ce mois de décembre, crise de victoire en Serie A. Donc voilà, bon, certes, le Milan n'est pas encore totalement largué en championnat et de la zone Champions League. Il peut en cela remercier ses adversaires au classement qui ont eux aussi marqué le pas. Je pense par exemple à la Roma ou encore la Sampdoria, voire la Lazio sur ces dernières semaines. Ce qui fait que le Milan n'est finalement qu'à 8 points de l'Inter qui est troisième et seulement un point de la Lazio quatrième. Donc le Milan a globalement limité la casse lors de ces dernières semaines, mais voilà, c'était un bilan quand même somme toute fort décevant, avec à nouveau un point de contestation en ce qui concerne le nom de l'entraîneur sur le banc de touche, comme chaque année j'ai envie de dire. Donc voilà, un entraîneur qui s'est sans doute sauvé, en tout cas provisoirement, suite à la victoire acquise hier soir. Mais voilà, il y a toujours une certaine forme d'incertitude qui devient quasiment chronique avec ce club depuis plusieurs années. Donc voilà, cette année n'a pas dérogé à la règle. Une nouvelle fois des difficultés générales qui concernent le sportif, l'extra-sportif, surtout l'extra-sportif, avec notamment toutes les dissensions, enfin le remue-ménage avec l'UEFA. Donc voilà, un bilan qui est globalement en demi-teinte pour résumer cette première partie Un, de un saison. entraîneur, merci Gila beaucoup pour ce descriptif toujours aussi détaillé et complet, mais un entraîneur qui s'est peut-être aussi sauvé, parce qu'il sera pas facile de faire venir des grands noms avant le mois de juin, donc il y a peut-être aussi Absolument, un peu de ça, peut-être qu'il faut absolument. conserver Gattuso quelques mois, parce qu'on peut pas faire autrement, et que si on faisait venir quelqu'un en décembre, on trouverait pas forcément chaussures à notre pied. Tom, c'est vrai que ça fait quelques années enfin quelques années, ça fait de très longues années, beaucoup d'années que ça se ressemble, on retrouve énormément de points communs, et finalement, on est quand même assez surpris de voir ce Milan 5ème malgré tout. Gila vient de nous le rappeler, à un point du 4ème, donc la qualification en Ligue des Champions est encore jouable. Est-ce que c'est pas là parce que tout simplement le niveau du championnat cette année est pas très élevé? Bon, en tout cas, le niveau des deux clubs de Rome principalement, parce que la Juve et le Napoli, eux, font leur championnat à eux. L'Inter, malgré tout, arrive à suivre et fait un championnat tout à fait honorable. Clairement, si on a un point de la zone de la Ligue des Champions, c'est uniquement grâce aux deux clubs romains qui font un début de saison qui est calamiteux compte tenu de leur qualité. J'ai regardé un peu par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on avait 26 points. Alors, avec un Montella donc, qui éjecte, je crois, début ou Fin mi-novembre. novembre. Voilà, Ouais. fin novembre. Donc on a 5 points de plus. Au fait, effectivement, c'est un progrès. Par contre, on va faire le calcul. Si je dis pas de bêtises, l'année dernière, avec 26 points, on avait 15 points de retard sur le quatrième. Donc c'est-à-dire que le quatrième, je suis pas très bon en maths, mais je pense qu'il avait déjà les 40 points. Autrement dit, si la Lazio ou la Roma avaient effectué un même championnat que la saison dernière, on aurait été à 10 points. Donc clairement, oui, on fait un peu mieux que l'année précédente, mais on le doit surtout et avant tout aux faiblesses des deux clubs romains. Euh,
Parce que en soi, 31 points, c'est une moyenne à 62. Et j'ai fait les petits calculs, parce que j'ai regardé un peu les années précédentes. Euh, L'année dernière, enfin les années précédentes, le quatrième avait 72 points. L'année encore avant, 72 points. Et l'année encore avant, 67 points. Autrement dit, si la logique est respectée, en tout cas, si on fait exactement le même championnat sur la phase retour, à 62 points, on l'a pas la Ligue des Champions. Donc ça, c'est pour le préciser. Parce que moi, malheureusement, après, je vais être pas très optimiste, mais je pense que vous avez un peu l'habitude avec moi. Je vois pas la Lazio et la Roma réaliser une même phase retour. Je pense qu'il y en a au moins un des deux qui va revenir en force. Et j'ai un peu peur que le Milan soit par contre à sa place avec sa trentaine de points à la mi-saison et ait du mal à atteindre le top 4. Donc voilà, oui, effectivement, on est à un point, mais il faut pas se contenter de ça parce que je pense que nos adversaires vont passer la seconde et on a intérêt de faire une deuxième partie de saison dans les environs des 40 points sur la phase retour parce que sinon, la Ligue des Champions, on la jouera encore sur la PlayStation. Ouais, alors Roland, tu vas nous donner bien sûr ton sentiment général sur tout cela, mais j'ai une question toute bête à te poser. En dehors peut-être de la victoire contre la Rome, moi c'est le seul match qui me revient, devant lequel j'ai pris plaisir. Est-ce que toi, tu as apprécié un match du Milan cette saison, depuis le mois d'août? En termes de Euh, jeu, de plaisir quoi, hein, de plaisir pur devant un match du Milan. il faut que je réponde de manière sincère à cette question. Ouais, éventuellement, enfin je sais pas. Non, non, parce que non, je suis assez d'accord avec toi. À part le match contre la Roma et la première période, on va dire, contre le Napoli lors de la deuxième journée, ou de la première journée, je ne sais plus, il y a peu de choses à se mettre sous la dent en termes de jeu. On a eu, surtout lors des 2 derniers mois, c'est-à-dire novembre et décembre, on a vu toutes les lacunes que l'on met en avant depuis plusieurs saisons maintenant, en termes de jeu, purement et simplement. Voilà, l'absence de milieu de terrain de qualité se fait encore ressentir, et d'autant plus avec les blessures très longue durée de Bonaventura et moyenne durée, on va dire, de Bilia. Voilà, ces deux joueurs-là à l'heure actuelle manquent, alors qu'on parle pas non plus de joueurs phénoménaux comme il y a pu avoir par le passé au Milan. Ces deux joueurs-là manquent et ça influe évidemment sur le jeu de manière plus globale. Je pense que Gattuso a très peu d'idées. On parlera peut-être plus en détail de l'entraîneur par la suite, mais je pense qu'il a lui-même assez peu d'idées sur quoi faire avec ces joueurs qui sont pas tous des grands joueurs, c'est sûr, à part peut-être Higuaín dans l'effectif qui peut se prévoir de cette qualité. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, j'ai l'impression qu'on n'avance pas d'une saison à l'autre alors que les entraîneurs changent. L'effet Gattuso a été très bénéfique l'an passé lorsqu'on a enchaîné les bons résultats. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Voilà, les craintes et les doutes que j'avais sur Gattuso à l'époque de sa nomination semblent se confirmer. Moi, j'espère que tout ça va pas ternir l'image de Gattuso en tant qu'emblème vivant du Milan, parce que c'est un joueur que j'apprécie, c'est un joueur que beaucoup de monde a apprécié. En termes d'entraîneur, j'ai un peu plus de mal. Mais tout ce que je lui souhaite, c'est de réussir, c'est de nous emmener en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, MJ, je pense qu'à l'heure actuelle, il reste encore un peu par défaut dans la mesure où on aurait du mal à attirer un entraîneur vraiment d'envergure pour la demi-saison, avec cet effectif un peu limité, et bien sûr tout ce qui a trait à l'UEFA, comme l'évoquait Gila en introduction. Alors ce que je pense moi surtout c'est que Leonardo rêverait de lui couper la tête depuis quelques mois déjà, mais qu'effectivement il ne peut pas. Alors je vais te rejoindre d'ailleurs pas mal parce que ce que je note surtout c'est l'ennui qui revient chaque saison quoi. On a zéro créativité, à part peut-être quelques éclairs de sous-eau de temps en temps, des attaquants sevrés de ballon, un milieu de terrain, surtout depuis qu'évidemment Bilia et Bonaventura sont blessés, un milieu de terrain en panne d'imagination, en panne de précision, donc des matchs soporifiques à vous dégoûter du football, hein. Moi j'admire Aristide qui après avoir regardé le Milan trouve encore l'énergie de regarder d'autres matchs de série à certainement meilleur, mais moi le Milan m'épuise quoi, c'est terrible. Et c'est un admirateur de la Grèce 2004 qui parle, hein. Donc c'est vraiment que là, au fil du temps, ça devient navrant. Alors je suis d'accord, hein, Gattuso a fait énormément d'erreurs. C'est vrai qu'il y a des lacunes tactiques. C'est vrai que c'est plus à la base un meneur d'hommes qu'un entraîneur, pourquoi pas. Mais on a vu quand même des incapables sur le terrain, notamment au milieu. Et je doute que Gattuso soit coupable lorsque Kessié, Bakayoko et Çalhanoğlu manquent pas sur passe ou ne parviennent pas à changer de rythme, par exemple. Moi, je pense que notre entrejeu est très limité et que ça, Gattuso, il peut pas grand chose. Alors c'est vrai.
aussi qu'avec un Bonaventura valide, qui avait d'ailleurs plutôt pas mal démarré sa saison, Bonaventura, et puis aussi un duo dont moi je rêve, Tonali-Barella par exemple, si on avait eu la bonne idée de les recruter. Moi, je pense qu'Higuaín et Cutrone auraient aujourd'hui chacun 5 ou 6 buts de plus au compteur, et que le Milan aurait un autre classement. Donc pour moi le problème vient, alors peut-être un peu de Gattuso certes, je pense que Tom va se lâcher sur lui tout à l'heure, mais je pense que le problème vient d'abord du recrutement de l'été dernier, mais aussi du précédent, et qu'on n'a pas fini de payer ces 2 étés, pour moi, désastreux en termes de recrutement. Je dis pas qu'on a recruté que des mauvais joueurs, mais on a recruté beaucoup de mauvais aussi. J'aurai l'occasion de citer des noms tout à l'heure, certainement dans les flops. Donc je tenais à insister là-dessus, mais Gila peut-être a d'autres idées pour, d'un côté, expliquer encore cette énième contre-performance du Milan, on a l'habitude, et puis peut-être essayer de trouver à la fois des réponses et des solutions. Oui, je pense que c'est un peu un mélange de tous ces paramètres. Il y a le recrutement, effectivement, qui cet été n'a pas été bon. J'ai par exemple en tête le recrutement de Laxalt, qui finalement n'apporte absolument rien lors de ses entrées et qui finalement ça s'est avéré être un recrutement totalement inutile. Il y a également la question de l'entraîneur, comme le soulignait Roland. Il y a certes eu le supplément d'âme qu'il a apporté à son arrivée la saison passée, mais une fois ce paramètre estompé, ce supplément d'âme un peu disparu, en tout cas que l'effet se fait beaucoup moins sentir, les lacunes technico-tactiques de Gattuso se font entrevoir. Donc je pense que c'est effectivement un mélange de plusieurs choses qui fait que le Milan effectivement n'arrive pas à avancer et piétine depuis maintenant plusieurs années. Mais effectivement, le Milan paie surtout en fait les mauvais choix de la dirigeance Berlusconi, mais également de la dirigeance éphémère chinoise. Donc ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on en est à absolument souhaiter une qualification de Champions League pour que un nouveau cycle puisse enfin s'engager et qu'il permette surtout au Milan de pallier à tous ces manques techniques par un mercato digne de ce nom. Alors Tom, du coup, parce que la question clé en réalité, parce que je sais que tu critiques beaucoup Gattuso et qu'il y a beaucoup de critiques à faire sur Gattuso, on est d'accord, hein, sur ses choix tactiques, sur l'ostracisation de Montolivo par exemple, hein, on n'a beau pas spécialement aimer Montolivo, enfin je l'aime un peu plus que vous, mais ce qui est sûr c'est que les joueurs qu'il met à sa place sont moins bons que lui, et puis sur les entrées en jeu notamment, il y a énormément de choses à dire, d'accord, mais est-ce que tu penses, en dehors de ces points-là que je viens d'évoquer, qu'un autre entraîneur ferait beaucoup mieux avec les joueurs à disposition au milieu de terrain, parce que je parle pas spécialement de la défense et de l'attaque, je pense qu'on a des joueurs performants à ces postes-là, en tout cas intrinsèquement, mais dans l'entrejeu c'est compliqué, surtout avec les blessures de Biglia et Bonaventura, non? Alors, c'est vrai que le seul point et le seul crédit que je peux accorder à Gattuso, c'est effectivement le milieu. Après, je pense que pour répondre à ta question, qu'un autre entraîneur arriverait quand même à faire au moins progresser un joueur aussi jeune et aussi perfectible que Kessié, mais je me lâcherai tout à l'heure avec lui. Et je pense qu'effectivement, il y aura au moins plus de cohérence, que ce soit au niveau des choix pris, au niveau de Montolivo, tu en as parlé, au niveau des changements au cours de match. Donc, je pense qu'il y aurait plus de cohérence. Après, c'est vrai, et ça, c'est vrai que c'est pas que du fait de Gattuso, loin de là, qu'on a un gros problème au milieu de terrain, et ça date il y a très 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 longtemps. Depuis le départ des sénateurs avec Seedorf, Gattuso lui-même, Van Bommel qui était parti aussi, Pirlo l'année d'avant, et Ambrosini qui est parti une année après, si je dis pas de bêtises. Et viré comme un malpropre à Ambrosini, il faut le rappeler. Exactement. J'ai pas fait la liste, mais de tête, j'ai quand même un sacré paquet de noms qui étaient quand même entre eux pathétique et nul. Après, à savoir qu'est-ce qui est le pire entre pathétique et nul, vous déciderez. Mais on a quand même donc Bakay Traoré, Muntari, Essien, Poli, Kuchka. J'essaie de faire de tête. Bon, on a eu Boateng évidemment. Là, on a Kessié, Bakayoko, Montolivo, Biglia. Donc, faites à peu près, je pense que vous faites, oui, Van Ginkel, on a eu Flamini, c'est vrai qu'il a fait quand même une petite pige avant de repartir. Honda. Je pense qu'en fait, vous mettez une feuille blanche, vous prenez donc 3 points, donc aux 3 milieux, et vous mettez tous les noms possibles qu'on a eu au milieu de terrain. Je pense que les 3 meilleurs milieux qui ressortent, même ces 3 meilleurs-là, toute époque confondue, on a quand même le pire milieu parmi nos concurrents. Voilà. Qui a quand même eu des Nainggolan, des Strootman, qui est parti à Marseille depuis. Il y a Milinkovic-Savic. Enfin, il y a eu en face, il y a des joueurs, il y a des vrais joueurs de foot, vraiment. Et je pense qu'on se rend pas compte à quel point on est faible au milieu de terrain.
Et pendant longtemps, le Milan s'est focalisé sur un problème d'attaque et de buteur en disant le problème c'est l'attaque. Donc on a eu Bacca qu'on a viré comme un malpropre parce qu'il avait c'est vrai, un peu des pieds carrés. C'est vrai qu'on l'a nous-mêmes critiqué ici, c'est vrai. On a critiqué André Silva et Kanic qui n'ont pas fait des bonnes saisons, c'est vrai aussi. Et là on se rend compte qu'Higuaín, qui est quand même un des 10 meilleurs neufs au monde, ou allez, un des 15 si on veut être un peu exigeant, meilleur neuf au monde, a des difficultés. Si ce Milan-là arrive à mettre en difficulté un mec de la trempe d'Higuaín, c'est peut-être, je dis bien que peut-être, que c'est pas que de la faute de l'attaquant, mais c'est peut-être toute l'animation qu'il y a derrière. Et dans le football actuel, qu'est-ce qui fait l'animation? C'est principalement le milieu de terrain et les mecs qui composent le milieu de terrain. Et sur ce point-là, on est nul. Donc effectivement, là, je te rejoins. C'est vraiment pas que du fait de Gattuso sur ce point-là. Bien alors Roland, j'imagine que tu auras confirmé, que tu valideras et que tu auras observé les mêmes éléments que nous, mais alors du coup, bon, on parlera bien évidemment de nos perspectives, de nos projets, enfin de nos projets pas à nous, hein, mais ce qu'on anticipe en tout cas pour la suite, en troisième partie comme on le fait chaque année, mais dans un premier temps, quel est ton diagnostic personnel? As-tu une idée, quelque chose qui pourrait expliquer cette faillite répétitive du Milan depuis de nombreuses années au milieu de terrain, c'est-à-dire qu'on n'a pas de recruteurs performants, on n'a pas de recruteurs susceptibles de trouver des joueurs performants en Italie ou ailleurs au Milan AC, c'est pas possible? Tu me poses souvent la question sur les solutions et c'est vrai que je me fais souvent coincer là-dessus. Ah désolé, Euh, non mais c'est vrai que c'est pas la plus facile, mais c'est t'arrives en dernier, donc forcément ouais. faut qu'on essaie de donner quelque chose de supplémentaire, mais je reconnais que c'est pas la question facile, mais surtout depuis quelques années, on observe que c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que on arrive à obtenir des défenseurs performants, on a Romagnoli, on a un duo d'attaquants, même s'ils jouent pas toujours ensemble, Higuaín et Cutrone, et qui sont de très bons attaquants, mais dans l'entrejeu, l'animation milieu-attaque, en tout cas la liaison pardon milieu-attaque, l'animation offensive fait toujours défaut, si on accepte évidemment Souzo sur son côté droit, qui de temps en temps fait des bonnes choses, assez souvent d'ailleurs, bon. Mais c'est répétitif. À un moment donné, les dirigeants milanais se rendent pas compte de ça. Tu crois qu'il y a un souci à ce niveau-là de lunettes, de yeux en face des trous, je sais pas. C'est vrai que la question mérite d'être posée, puisque dans la mesure où, depuis l'époque d'Allegri, qui n'était pas, lors de son passage au Milan, réputé pour comment dire, pour être un entraîneur de renom comme c'est le cas aujourd'hui, j'ai l'impression que depuis cette époque-là, on a toujours voulu avoir ce qu'on peut appeler familièrement et de manière assez simpliste des bourrins. J'ai l'impression qu'il a toujours fallu au Milan avoir des bourrins au milieu de terrain depuis Allegri. Donc il y en a eu quelques-uns. Voilà, il y a déjà des noms qui ont été cités. Parmi eux, parfois, il y a eu des joueurs un peu qui ressemblaient à des joueurs de foot, comme Montolivo, qui sans être un grand milieu de terrain, voilà, a eu quand même un certain niveau intéressant pour un joueur au milieu de terrain. De Jong, pareil, qui malgré sa réputation de boucher, a montré qu'il avait sans doute été l'un des meilleurs milieux du terrain du Milan de ces dernières années. Faut quand même se rendre compte de ce dont on parle. Alors, c'est vrai que je comprends pas toujours le recrutement, que ce soit en termes de milieu. Voilà, les choix des entraîneurs, aussi les choix de la direction, parce que je vous rappelle que quand on était encore sous Fininvest avec Berlusconi et Galliani, il fallait toujours recruter un attaquant. S'il fallait investir sur le mercato, c'était pour un attaquant, parce que Berlusconi voulait 2 attaquants pointe. Ça a toujours été dit comme ça. Et puis, au fur et à mesure, avec les départs de Pirlo, de Van Bommel, d'Ambrosini et compagnie, on s'est rendu compte que finalement, avoir un numéro 9 devant, aussi talentueux soit-il comme Higuaín par exemple, ça sert pas à grand-chose quand il y a personne autour de lui, ou derrière lui en tout cas. Et malheureusement, on persiste à l'heure actuelle dans cette voie. Voilà, en janvier, il va y avoir Paqueta qui va arriver, le jeune Brésilien. Qu'est-ce sincèrement, j'en ai aucune idée. Personne ne sait. Est-ce que c'est lui qui va révolutionner le milieu de terrain du Milan lors des 6 prochains mois? J'en doute fortement, mais j'espère que ce sera le cas. En attendant déjà un premier retour, celui de Bilia à la fin du mois de janvier. C'est vrai que voilà, on a ce marasme général du milieu de terrain qui dure depuis plusieurs années maintenant. On n'en sort pas. On n'en sort pas. On a encore mis de l'argent sur des défenseurs, sur des attaquants, ça très bien, puisque la défense, faut se rappeler qu'il y a encore pas longtemps, on a aligné Rami Mexes. Voilà, maintenant on a quand même, je pense, 4 défenseurs centraux d'un niveau globalement intéressant, avec Romagnoli en premier lieu. Caldara, malheureusement, qui peut pas montrer ce qu'il vaut à l'heure actuelle.
Musacchio qui est relativement honnête, et même Zapata qui fait ce mois-ci un mois incroyable. À l'époque, on avait quand même, c'était Zapata avec ses problèmes de régularité, avec Rami, Mexes, Bonera, Bocchetti, enfin voilà, tous ces noms-là. On a investi en défense, très bien. On a aussi des latéraux qui, je pense, ont un niveau très correct. On a investi en attaque, il le fallait, mais on n'investit toujours pas au milieu, et ça commence à devenir problématique. Oui, c'est vrai que c'est particulièrement gênant. Alors on va finir ce premier tour de table, enfin ce troisième tour de table en l'occurrence, mais cette première rubrique sur l'Europa League, puisque c'est vrai qu'on en parlait récemment. Le Milan, je crois que c'est toi Roland d'ailleurs qui a insisté là-dessus. Le Milan s'est battu pendant des semaines, des mois pour pouvoir de nouveau jouer l'Europa League. Ça constitue une petite manne financière. Alors j'ai pas les chiffres, mais peut-être vous que vous en savez plus que moi. Et pour finalement faire n'importe quoi dans le sprint final. Donc Gila, comment as-tu vécu ces dernières semaines et notamment ce qui s'est passé face à l'Olympiakos l'autre jour? Oui, bah oui, effectivement, c'est se battre les juridictions européennes du football, puis pour au final, comme tu l'as résumé, faire n'importe quoi. Dans la dernière ligne droite, c'est exactement le résumé parfait. Tout le monde à un moment donné disait oui, bon, voilà, on va prendre les 6 points contre du Delange, très bien. Bon, le Betis, c'était quand même à la base, il réalise certes une saison un peu compliquée en Liga, mais c'est pas une mauvaise équipe, surtout face à ce Milan-là, donc il fallait quand même s'en méfier. Bon, le bilan a été correct sans plus, mais les points ont été clairement perdus lors de la dernière rencontre. Je voyais globalement un certain optimisme. Bon, voilà, ce serait une formalité. Cette dernière rencontre se passerait bien, surtout avec 3 points d'avance. Et le Milan a quand même réussi, avec 3 points d'avance, à terminer la rencontre éliminé. Ce qui est tout bonnement, en fait, pitoyable au-delà même du niveau affiché qui n'était évidemment pas bon. Et ce qui est très décevant, bon, certes, je n'attendais pas grand-chose de cette nouvelle campagne européenne. Bon, tout dépendait du tirage en 16e, mais bon, au final, la question n'a même pas eu à se poser, donc voilà, c'est une très grosse déception. Et c'est également de l'argent en moins pour les finances du club. On en est là, certes, mais c'est quand même un point important. Donc, le Milan s'est tout simplement sabordé. Et je pense que pour le coup, il y a tout ça quand même une petite responsabilité. Ah oui. Mais voilà, effectivement, c'est la grosse déception de ce début de saison. Voilà, c'est tout simplement une élimination bête. Voilà, une grosse bataille sur le plan sportif et judiciaire pour au final sortir la tête basse, quasiment humiliée par l'Olympiakos, qui est certes une équipe honnête, mais dont le Milan aurait pu aisément disposer. Voilà, c'est la grosse déception à noter. Oui, puis c'est intéressant d'en parler parce que les finances du club forcément sont pas au beau fixe, Tom, on en est bien conscient, il y a des soucis avec l'UEFA depuis un petit moment, ça risque de continuer, ça va pas forcément s'embellir tout ça. Et c'est vrai qu'on a connu avec le Milan des grandes soirées de Ligue des Champions surtout. Il fut un temps où notre club, alors un temps où on avait d'autres résultats, d'autres joueurs aussi, où notre club snobait des compétitions comme à l'époque la Coupe de l'UEFA, aujourd'hui l'Europa League. Et les clubs italiens en général, d'ailleurs on l'entend fait, mais aujourd'hui on peut plus se le permettre puisque l'Italie est devenue, alors je vais peut-être insulter les gens, là je sais pas, mais un petit championnat, en tout cas à mes yeux, on n'est plus à même de lutter face aux gros clubs européens, en tout cas d'après moi. Et surtout la dernière compétition remportée, ça commence à dater. Donc pourquoi snobber comme ça l'Europa League? Pourquoi dans le cadre du Milan qui en championnat peut pas rivaliser avec la Juve, peut pas viser un titre, pourquoi zapper à ce point sur le terrain une compétition comme l'Europa League? C'est totalement inexcusable, inacceptable. Et effectivement, ça fait un trou dans les finances. Donc c'est particulièrement gênant. J'imagine que ça a dû beaucoup t'énerver aussi ça. C'est surtout que c'est ridicule par rapport au sketch qu'on a fait tout l'été. C'est en dehors de l'aspect financier où je te rejoins totalement, ou même du prestige. Faut se rappeler quand même qu'on a fait des pieds et des mains avec des déclarations, avec le TAS, avec ci, avec ça, pour essayer de revenir en Europa League. On arrive à gagner le TAS, ce qui est quand même pas toujours le cas, surtout vis-à-vis de l'UEFA. Donc on arrive à avoir cette place en Europa League, et au final on arrive à perdre et à se faire éliminer. Alors effectivement, j'ai vu d'autres groupes en Europa League qui étaient bien plus faibles que le nôtre, mais enfin, on est quand même le Milan. Même ce Milan-là est censé sortir de ce groupe-là en sachant que... Alors, je mets de côté le Betis Séville, qui est à mon sens une équipe très sous-estimée et qui peut aller au moins en huitième, voire en quart, parce que même s'ils vont pas très très bien en Serie A, j'ai vu notamment en Liga, pardon, j'ai vu notamment un match qu'ils ont fait au Camp Nou face au Barça. Nous, on n'est jamais capable de faire ce match-là. Hein. Ils ont vraiment une belle équipe. Mais l'Olympiakos, c'est une des
pire Olympiakos depuis que je suis le foot. Ils ont quasiment pas de joueurs vraiment talentueux. Clairement, même ce Milan-là, même ce Milan équipe B, devait passer au moins à la deuxième place. Donc oui, c'est une faute professionnelle, que ce soit la manière dont on s'est fait éliminer, que même par rapport au sketch qu'on a fait tout l'été. Et en plus de ça, comme tu dis, par rapport aux finances, par rapport au prestige, là j'ai lu qu'apparemment au niveau classement UEFA, on était 73e. Alors oui, ça vaut ce que ça vaut, mais en attendant, on est quand même au ras de la fin. 73e, c'est le niveau, c'est la D5 au niveau européen, on est nul. On est nulle part. Donc, et je rajoute aussi un point, c'est que, et là, je vais m'en prendre aussi à certains supporters du Milan, peut-être que je vais me faire critiquer. Alors, on est les premiers à avoir chambré, effectivement, l'Inter, à la fois pour l'Apoel Beersheva, et en plus parce que 2 jours avant, ils font match nul face au PSV Eindhoven. Enfin, en attendant, je pense que c'est ceux qui ont chambré l'Inter 2 jours avant. Je pense qu'ils se sont bien bouffés les cojones d'avoir perdu 3-1 face à l'Olympiakos. Parce qu'au final, ceux qui ont l'air de gros cons en Italie, clairement, c'est que le Milan. C'est pas le Napoli qui finit troisième dans une poule où au final il y avait 2 équipes qui étaient financièrement au-dessus. C'est pas l'Inter qui au final sort face à Tottenham ou au Barça parce qu'il n'y a rien de déshonorant. La seule équipe qui au final est éliminée de toute compétition européenne avant décembre, c'est nous. Donc ceux qui sont ridicules, désolé, mais c'est nous. Donc au bout d'un moment, il faut se regarder dans la glace et avoir un peu honte. Donc ouais, vraiment, c'est le gros point noir de cette mi-saison. Alors Roland, c'est toi qui nous avais fait un cri d'alarme, me semble-t-il, hein, dans un mot de la fin il y a pas si longtemps. À ce sujet, on avait eu la chanson de Roland qu'on a peut-être étudiée au collège, je sais pas vous, mais on a peut-être fait ça il y a quelques années, et il y a eu la complainte de Roland la dernière fois, donc j'imagine que tu as un petit mot à ajouter sur la question. Non mais c'est vrai que c'est révoltant, honnêtement, on peut pas se satisfaire de ça, c'est terrible quand tu t'appelles le Milan AC, que tu es financièrement dans le gouffre depuis quelques temps, que tu as des ennuis avec le tribunal machin, avec l'UEFA, tout ça, le fair play financier, et tutti quanti, eh bien de snober quelque chose qui peut te rapporter de l'argent. Alors évidemment il y a le scénario, évidemment il y a la honte, évidemment on a joué du Delange quand même, merde, il y avait moyen de faire mieux, je sais pas, on a joué l'Olympiakos comme le dit Tom qui était une petite équipe et nous sommes devenus aux yeux du monde entier un club misérable. On nous reproche souvent, on nous dit vous n'êtes pas des supporters, vous passez votre temps à tailler le Milan, etc. Mais je sais pas si les gens qui nous critiquent voient les matchs, parce que c'est quand même sidérant face à de telles prestations de rester stoïque quoi. Je sais pas comment tu vois les choses toi. C'est pas qu'une question de prestation. Je pense que c'est globalement aussi le niveau d'attente de la part des supporters qui a baissé. Les dernières années font maintenant que on peut très rapidement idolâtrer un Chanoglu. Bon résumé. C'est aussi ça la Pour un réalité. Tarat, hein. Oui, voilà. C'est ça la réalité du Milan à l'heure actuelle. Tout est nivelé par le bas, que ce soit en termes d'exigence, en termes de recrutement. Enfin, voilà, c'est un ensemble de choses qui font que maintenant, on se contente de jouer petit. Alors, je pense que nous sommes tous nostalgiques de ce qui a pu être fait auparavant au Milan, mais je pense qu'on ne peut pas se permettre d'abaisser ce niveau d'exigence. Alors, c'est sûr que je ne vais pas demander à Romagnoli d'être l'équivalent de Nesta, et ainsi de suite. C'est sûr que je ne vais pas demander je sais pas, à Coutronnet d'avoir le niveau de Shevchenko, enfin voilà, ce genre de choses. J'attends pas d'eux qu'ils aient ce niveau-là, mais le niveau d'exigence globale à l'égard du Milan doit être plus élevé, que ce soit de la part des supporters et même aussi, je pense, de la part de la direction et des joueurs. Et quand je vois l'attitude de certains vis-à-vis de l'Europa League, je me dis que c'est un des principaux problèmes de ce Milan-là à l'heure actuelle. Je disais aussi lors de l'émission de pré-saison, je disais, voilà, déjà l'an passé aussi d'ailleurs, je disais l'Europa League, alors c'est sûr que c'est pas glamour, surtout les premiers tours, c'est pas la folie, mais c'est une Coupe d'Europe, c'est le moyen de se faire de l'argent de manière très pragmatique, hein, puisque c'est ça qui compte maintenant dans le football, c'est l'argent, surtout nous avec les problèmes que l'on connaît. C'est aussi le moyen pour tous ces joueurs de se faire de l'expérience, les jeunes joueurs notamment de se faire de l'expérience, parce que si on pense derrière National, et par exemple un Romagnoli, qui est sans doute un des défenseurs centraux les plus talentueux du pays, derrière les vieux de la vieille de la Juve et qui sont bientôt en fin de course, c'est un joueur qui a zéro expérience européenne. Et c'est alarmant pour la nationale, et par exemple, mais c'est de manière plus générale. Et On alarmant peut pas pour le non- Milan qui pourrait le perdre, parce que cette expérience européenne, Ah oui, il serait légitime qu'il souhaite l'avoir ailleurs. ah oui, mais totalement. Et encore, il a prolongé récemment jusqu'en 2022. Il est bien gentil, Mais voilà. Romagnoli, je trouve. Bien sympa. Pardon? Pardon?
il est bien sympa, je trouve, de prolonger et puis d'être fidèle à un club qui finalement le lui rend pas, parce que les joueurs en général de ce standing, parce que c'est quand même un très très bon joueur, Romagnoli c'est peut-être pas Nesta, mais enfin c'est un excellent défenseur dans le football actuel, et en devenir, parce qu'il est jeune, si tu veux, donc il peut encore monter, viser des sommets, il a une marge de progression, j'imagine encore, donc si tu veux, il est bien sympa, il est bien gentil de rester dans un club qui ne lui offre pas de solides garanties quant à son avenir sportif. Surtout que rappelons qu'il a prolongé en juin, au moment où le club n'avait pas encore changé de propriétaire et où le club était toujours exclu de l'Europa League. Voilà, faut quand même le souligner. Donc je pense qu'il est d'autant plus légitime à porter son brassard. Mais ça, c'est un autre débat. Mais donc pour revenir sur l'Europa League, c'est vrai que même de manière très pragmatique, on ne peut pas se passer des revenus de cette compétition-là, qui sont pas aussi pharaoniques que ceux de la Ligue des Champions, évidemment. Mais voilà, c'est aussi une question d'image, parce que si tu vas loin en Europa League, tu fais parler de toi, tu vends des billets pour tes matchs, tu as aussi des revenus télé. Il y a ces genres de choses-là, et à l'heure actuelle, on ne peut pas se permettre de faire sans. Surtout que lorsque l'on regarde la dernière sanction de l'UEFA là, qui a été prononcée il y a quelques jours maintenant, il y a une amende donc de 12 millions d'euros. Amende qui en fait c'est un montant qui va être gardé sur les revenus que l'on aurait dû avoir de l'Europa League. Donc c'est-à-dire que plus ou moins tout ce on aurait pu gagner par l'Europa League cette année en termes d'argent, bah on le touchera pas. D'ailleurs Leonardo l'a dit il y a 2-3 jours là. Tout ça on le verra pas. Et justement, si on avait passé quelques tours, ne serait-ce qu'aller en huitième, puisqu'en général le tirage des 16e est assez facile, on l'a vu l'an passé en jouant Ludogorets. Il y avait quelque chose à faire. Je parle pas d'aller en finale, mais rien que de s'offrir un match aller-retour à élimination, ça mange pas de pain et ça fait toujours du bien, que ce soit que ce soit aux tifosi ou même globalement aux joueurs. Voilà. Donc on a gâché quelque chose bêtement et c'est à l'image de voilà de ce que je disais en début d'intervention, le niveau d'exigence qui baisse, les joueurs qui ne sont pas concernés, et puis voilà, on en arrive à être pathétique comme ça, à être clairement la risée du foot italien. En tout cas, j'ai bien aimé ton laïus sur le seuil d'exigence des supporters qui aurait baissé. Selon moi, ça illustre bien ce qui se passait ces dernières années dans l'entourage du Milan. Mais on passe tout de suite à la rubrique la plus attendue, le tableau d'honneur et du déshonneur, en commençant par le premier. Gila, quel est ton top 3? Alors, mon top 3, donc en troisième position, je mets Coutron. Donc Coutron qui devait cette année confirmer toutes les bonnes choses que l'on avait vues de lui la saison passée, tous les bons espoirs. Ce fut le cas, même s'il a un peu moins scoré ces dernières semaines, mais son association avec Higuain était prometteuse jusqu'à la suspension d'Higuain suite au match face à la Juventus, où cette association a pris un coup d'arrêt. Mais en tout cas, en début de saison, sur les quelques matchs que l'on a vus de ce duo, c'était particulièrement prometteur. Cutrone, voilà, a essayé derrière de maintenir la baraque. Ce qu'il a, je trouve, fait de manière correcte. Effectivement, il y a toujours quelques petites lacunes d'un point de vue technique, mais voilà, il se bat, il apporte véritablement quelque chose lorsqu'il fait ses entrées en jeu. Donc voilà, pour moi, c'est une première partie de saison positive. À lui, voilà, de confirmer tout ça en seconde partie de saison et pourquoi pas de faire une plus grande montée en puissance. Ensuite, en seconde position, je mets Suso qui lui a réalisé une belle première partie de saison. On lui reprochait un manque de régularité les saisons précédentes. Force est de constater que ça n'a pas été le cas sur ces 19 premières journées de championnat notamment. Il a véritablement apporté quelque chose lors de toutes ces rencontres sur son côté droit. En tout cas, ses absences s'en sont fait ressentir sur le déroulement des rencontres. Un jeu un tout petit peu moins stéréotypé et en tout cas un côté beaucoup plus décisif, ce qui fait de lui, de mémoire si je ne me trompe pas, l'un des meilleurs passeurs de Serie A, si ce n'est meilleur passeur. Donc ce qui est un bilan très... Il me semble en Europe, hein. Je crois qu'il a des statistiques hallucinantes sur le plan européen. D'accord, peut-être même d'Europe. En tout cas, en Serie A, il me semblait qu'il était très haut. En tout cas, voilà, il a réalisé une première partie de saison très, très honorable, très régulière, donc c'est ce que l'on attendait de lui. À voir du coup sur la seconde partie de saison, où notamment la saison précédente, il s'était un peu plus
un peu plus reposé sur ses lauriers, peut-être pas aidé par une certaine fatigue, étant donné que c'est un joueur qui, dès qu'il est disponible, part titulaire. Ensuite, sur ce poste de leader, je mets Romagnoli. Donc pour sa régularité, lui qui a été intronisé au poste de capitaine, ça ne l'a pas particulièrement perturbé, pardon. Le départ de Bonucci ne l'a également pas trop perturbé. Je pense qu'il a quand même tiré quelques avantages de la saison précédente avec le désormais joueur de la Juventus. Donc voilà, il s'est montré également régulier. Il a en tout cas bien tenu la baraque. On a bien vu que son absence a été préjudiciable au club pendant plusieurs semaines entre novembre et décembre. Voilà, il a tenu son rôle de capitaine à merveille, et également son rôle de défenseur sérieux et très propre dans son jeu. Donc c'est véritablement là encore un bilan très positif pour lui. Et juste pour compléter vos propos précédents, on peut souligner effectivement la fidélité du joueur, mais il est à craindre qu'en cas de nouvelles désillusions en fin de saison, que ce dernier soit quand même tenté d'aller voir ailleurs, ce qui serait totalement compréhensible à son niveau, car un joueur comme lui se doit de jouer la Coupe d'Europe toutes les saisons, ce que le Milan ne peut malheureusement pas lui offrir, et notamment s'agissant de la Champions League. Si on pouvait atteindre cette 4e place, ce qui semble pas totalement impossible, ce serait l'occasion de garder nos meilleurs joueurs et puis de recruter peut-être intelligemment la saison prochaine. Mais enfin ça, c'est pas encore totalement gagné, on verra bien. Merci en tout cas pour ce top. C'est au tour de Tom. On va voir si tu tranches finalement, parce que c'est pas facile de trouver d'autres joueurs. Alors vas-y Tom, impressionne-moi. Moi j'ai trouvé ça au contraire très facile, parce que j'ai deux mêmes joueurs. Mais à la fois pour les tops et les flops, j'ai jamais mis aussi peu de temps à les trouver. Alors d'abord je vais faire un peu comme à l'école, parce que je vais en parler un peu quand même, des mentions honorables, tu sais, un peu les encouragements un peu d'élèves qui ont... Félicitations. J'ai juste les mentions honorables donc de joueurs qui étaient en grosse difficulté, pour pas dire horrible, pendant certaines semaines voire certains mois, et qui depuis quelque temps reviennent bien. Je vais nommer dans ces catégories Donnarumma et Bakayoko. Ah ouais. Alors, parce qu'au début de saison, alors Donnarumma, je le voyais perdu pour le haut niveau. Mais tu l'appelais plus par son nom, tu l'appelais 6 millions. Oui, voilà, donc c'est 6 millions ou Monsieur 99. Là, force est de constater que malgré tous les ressentis négatifs que je peux avoir envers cette personne-là, que depuis quelques semaines. Mais après, la personne est une chose. C'est vrai que moi, on l'a assez taillé. Je pense que Roland, il pourra en mettre une couche s'il a envie tout à l'heure. Mais sur ses performances, je trouve qu'il est de mieux en mieux. Au niveau du jeu au pied, il est mieux. Et au niveau des arrêts, il est enfin à nouveau décisif. C'est ce qu'on demande à un gardien qui est payé quand même 6 millions, je le rappelle. Mais en tout cas, voilà, il faut quand même le souligner qu'il retrouve un niveau vraiment très intéressant. Il aura fallu attendre 1 an et demi. Et je ne peux que souhaiter qu'au moins ce ne soit pas qu'une passade et qu'il se maintienne à ce niveau-là. Et la deuxième mention honorable, c'est Bakayoko, parce qu'autant il a été aussi dégueulasse les 3 premiers mois qu'il est bon depuis 2 mois. Donc improbable ce joueur. Mine de rien, c'est quand même inquiétant pour ce Milan-là que ce soit notre meilleur joueur au milieu. Mais au-delà de ça, c'est un milieu récupérateur au sens propre du terme. C'est pas un 6 à l'italienne où on a pu voir des Pirlo ou un gamin comme Tonali. Lui, c'est un milieu qui va récupérer les ballons, et sur ce point-là, il le fait plutôt très bien. Ce qui me désole, c'est qu'il y a un autre pied carré à ses côtés, et j'y viendrai tout à l'heure. Et j'aimerais bien voir Bakayoko sur les 6 prochains mois avec un vrai joueur de foot. Je ne change pas d'avis sur son rachat, que je trouve vraiment bien trop élevé, surtout au regard de son salaire et du prix d'achat. Tu m'as devancé, c'est la question qui tue que j'allais te poser, mais ok, très bien. Mais néanmoins, si on pouvait faire croire à Chelsea que Kessié était un super joueur de foot et le garder, là par contre ça m'arrangerait très bien. Voilà pour les mentions honorables. Je vais passer maintenant à mon top 3. En 3e, Rodriguez. Je me répète depuis le début de la saison, c'est pas quelqu'un qui va faire des merveilles où on va le voir à chaque match faire des débordements fous. Mais en attendant, c'est un des rares où depuis le début de la saison, je trouve que le travail, il le fait bien, et plutôt très bien. Défensivement, à part face à la Juve où effectivement il s'est planté, j'ai pas le souvenir de match où il a vraiment été en difficulté. Il a été solide, il a fait son taf, et c'est ce qu'on demande à un latéral. Je pense que c'est pas toi qui vas me contredire. Et même offensivement, il manque peut-être de vitesse et de percussion, mais à côté de ça, sur le peu qu'il a à faire, je trouve qu'il fait plutôt bien le travail, et ça mérite une 3e place.
En deuxième place, et là je vais rejoindre totalement Gila, ça va être Souzo, où à part sur les derniers matchs, je trouve qu'il a été plutôt convaincant. Je rebondis ce qu'a dit Gila par rapport ou ce que tu as dit toi, pardon, MJ, par rapport au nombre de passes décisives, parce que j'ai vérifié pendant que Gila parlait. Il est actuellement deuxième meilleur passeur européen, Bah ex oui. aequo avec des mecs comme Quaresma, Messi ou encore Hazard. Il y a juste un joueur belge qui est au-dessus avec 10 passes. Voilà, donc ça, c'était pour la petite anecdote. Non mais c'est bien parce que ça confirme quoi. C'est-à-dire Donc, il a vraiment un certain statut dans cette équipe, même si parfois il est exaspérant, j'y reviendrai, parce que de temps en temps il va tout faire tout seul. Mais c'est vrai que c'est l'un des notamment rares. hier, Ah ouais, mais c'est l'un des notamment rares qui hier, soit capable de faire la différence, hein. Et effectivement, donc il est parfois énervant parce qu'effectivement, je pense qu'il a conscience en fait qu'il est le meilleur joueur de cette équipe, en tout cas Offensivement, oui. le joueur sur lequel on se repose le plus. Et le problème, c'est que quand il en a conscience, il a envie des fois de trop en faire, il va davantage chercher la solution individuelle et il peut s'énerver plus facilement. On atteste ce qui s'est passé hier avec ce carton rouge stupide. Euh, Malgré tout, ça reste quand même une première moitié de saison, on ne peut plus réussir de sa part. Et en première position, Romagnoli. Parce qu'en plus de son niveau qui n'a pas changé par rapport à l'année dernière, où il est toujours excellent, son retour de blessure ne l'a pas impacté à ce niveau-là. J'ai trouvé en plus de ça un caractère et un vrai capitaine. En atteste les 2 buts consécutifs Ouais. qu'il met en fin de rencontre. C'est vraiment un des rares joueurs qui m'enthousiasme, enfin en tout cas pour lequel je suis vraiment enthousiaste dans ce Milan-là. Et comme tout le monde, je pense, j'espère vraiment qu'on atteindra cette 4e place parce que j'ai un peu peur qu'on le perde si ce n'est pas le cas. Allez Roland, c'est à toi. Bah alors moi, je vais pas faire de mystère longtemps. J'ai exactement le même top que Tom juste avant. Donc en troisième place, Rodriguez. Comme ça a déjà été dit, c'est un latéral solide. C'est ce qu'on pourrait appeler peut-être comme une sorte de latéral lourd entre guillemets, dans la mesure où c'est quelqu'un qui va pas être comme tous ces latéraux trop modernes qui en fait sont des ailiers déguisés et qui ne savent pas défendre. On a la chance d'avoir ce latéral qui est vraiment, vraiment costaud, vraiment solide, qui est très peu pris à revers, qui est tout le temps, on va dire, dans le bon tempo. D'ailleurs, sa façon de jouer ressemble un peu à ce qui était demandé à Deschillo à l'époque où il était au Milan. C'est-à-dire que c'est vraiment plutôt sur le côté droit que le latéral va aller plus haut, donc en l'occurrence Calabria, qui a une bonne qualité de centre et de combinaison offensive, et Rodriguez qui de l'autre côté reste un peu plus en retrait, en couverture. C'était déjà ce qu'on voyait un peu à l'époque avec Deschillo, et là c'est à nouveau le cas. C'est un indéboulonnable, pardon. Il y en a pas beaucoup dans ce Milan-là. Il y a Romagnoli. Jusqu'à pas très longtemps, on pouvait dire Souzo, entre guillemets. Voilà, il y en a très peu et il fait partie de cela. Et moi, je suis toujours aussi satisfait de ses prestations. Même si, en l'occurrence, Tom parlait du match contre la Juve et où il se fait un peu surpasser par Mandzukic sur l'ouverture du score. Là, faut souligner, je pense aussi, que c'est surtout Donnarumma qui fait l'erreur dans la mesure où Rodriguez avait l'air de couvrir l'arrivée de Mandzukic en disant à Donnarumma plutôt vas-y, prends le ballon. Et bon, défaut de communication qui est à mettre au crédit des deux joueurs. Donc, sinon, mis à part sa deuxième place, bah, Souzo, évidemment. Voilà, ça a déjà été dit par Gila, ça a été dit par Tom aussi. On ne peut pas faire sans lui à l'heure actuelle parce que même s'il est parfois irritant, c'est le seul. On parlait d'alimentation des attaquants. Bah, c'est le seul qui peut alimenter les attaquants. Donc il est indispensable, voilà, clairement. Toujours un peu quand même cette irrégularité qui est inquiétante, que ce soit sur d'un match à l'autre ou même à l'intérieur d'un même match. On l'a dit plusieurs fois au cours des émissions de cette année que on le voyait une mi-temps et la deuxième, c'était pas forcément ça. On le voyait plus. Et je crains aussi qu'il fasse à nouveau ça cette année sur l'échelle de la saison, puisque Souzo, c'est quand même quelqu'un qui a plutôt eu ses bonnes périodes par demi-saison depuis qu'il a vraiment explosé. Et voilà, il serait temps d'avoir enfin une saison complète, on va dire, de la part de l'Espagnol. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on peut pas faire sans lui. Donc, sa deuxième place est largement justifiée. Et en première place, voilà, pas de mystère. Romagnoli, évidemment, je l'ai déjà encensé quelques minutes avant lorsqu'on parlait de l'Europa League et du fait qu'il soit resté. Voilà, il a tout pour lui.
Il a bien encaissé entre guillemets, si on veut, le départ de Bonucci, parce qu'il avait bien aidé Bonucci à se sortir de son niveau moyen, mais Bonucci, je pense, l'a fait progresser. Ça c'est inévitable. Voilà, un joueur complet qui s'affirme, et j'espère qu'on va avoir la Ligue des Champions rien que pour pouvoir le retenir. Mais s'il venait à partir, je serais déçu, mais je pourrais clairement pas lui en vouloir. Bien, mais écoutez, on a à peu près on a tous les mêmes duos de tête. En tout cas, moi je vais trancher juste sur le 3 parce que j'ai failli mettre Cutrone pour sa grinta, pour les quelques buts qu'il a eu le mérite de marquer, hein, malgré le peu d'occasions dont l'ont pourvu ses camarades. C'est quand même le grand mal du Milan, ça. Mais je pense qu'on ne souligne pas suffisamment. On l'a fait un peu en début d'émission, c'est vrai, mais globalement, je trouve sur les forums, sur les sites, on ne souligne pas suffisamment l'impact de la blessure de Bonaventura sur le milieu de terrain. Je trouve que Jack était plutôt bien revenu, faisait un bon début de saison, à part sur un ou deux matchs moins bien, c'était franchement très encourageant, et surtout dès qu'il a disparu, tout a sombré. Alors évidemment, c'était pas le Bonaventura d'il y a 2-3 ans, hein, forcément, qui jouait d'ailleurs à un autre poste, mais c'était beaucoup mieux que ceux qui l'ont remplacé depuis, et ça me rappelle ce qu'on disait souvent d'Ambrosini, on le remarque encore plus quand il n'est pas là. Et bah cette saison, c'est l'absence de Bonaventura que je remarque le plus, d'où sa place de numéro 3, pour moi méritée, même si c'est vrai qu'il a trop peu joué. Deuxième place évidemment Souzo, vous avez tout dit, c'est vrai que le dribble de trop parfois, la frappe au-dessus de trop peuvent déranger, mais y a les stats, et puis pour l'instant c'est le seul qui soit capable de changer de rythme, et c'est le changement de rythme, je pense, en plus de la précision qui font des fois cette équipe. Et enfin, Romagnoli pour ses talents de défenseur, son exemplarité, mais aussi pour ses buts miracles en fin de match, tu l'as bien dit Tom, qui démontre encore une fois, d'ailleurs si besoin était, que avec peut-être Cutrone, Abate, ce genre de joueur, il fait partie de ceux qui lâchent jamais rien, et c'est ce qu'on attend d'un capitaine. Et ça fait très longtemps que je le présente comme le meilleur joueur de l'équipe, mais ça fait aussi très longtemps qu'il me donne raison, donc je pense qu'il serait difficile de trouver mieux dans le top, en tout cas avant très longtemps. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'ait pas encore pu être associé à Caldara, l'autre valeur montante du football italien. J'espère, pour ma part, un vrai beau destin pour ce duo, à la fois au Milan, mais également du côté de la Nazionale. Et Roland, t'as une petite réaction, je crois. Oui, un peu comme Tom, j'ai voulu mettre comment dire, des mentions honorables. Et voilà, ton intervention sur Bonaventura m'y a fait penser. C'est aussi Bilia que j'avais évoqué en début d'émission. Comme tu le disais pour Ambrosini, on remarque quand il est pas là. Et depuis la blessure de Bilia, je trouve que notre milieu a cruellement régressé. Et l'association Kessié-Bakayoko, c'est plus possible. Faut se souvenir que Bakayoko était venu pour faire le remplaçant de Kessié, puisqu'on disait oui, Kessié n'est pas bon parce qu'il enchaîne les matchs, parce qu'il n'a pas de remplaçant. Soit. Maintenant, Bakayoko avait fait un début de saison exécrable, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Mais depuis un mois, on va dire, un mois et demi même peut-être, un Bakayoko comme ça qui continue à ce niveau-là, il va pas rester remplaçant entre guillemets de caissier pendant longtemps, mais il va pouvoir lui prendre sa place. Et moi, j'espère qu'au retour de Bilia, on aura enfin Bakayoko associé à un joueur de football comme Bilia, alors qu'il n'est certainement pas un joueur de Pirlo par exemple ou de ce genre de joueur-là, mais voilà, son absence est remarquée, je pense. C'était vraiment la plaque tournante au milieu, et j'ai vraiment véritablement hâte qu'il revienne, afin qu'on ait un peu à défaut de Bonaventura qui ne reviendra que en août prochain. Et peut-être même jamais, parce qu'on ne sait pas s'il se Ouais, remettra. malheureusement, c'est aussi ça le problème. Mais en tout cas, voilà, le retour de Bilia, je pense, pourra nous faire du bien, afin d'avoir enfin un joueur de foot au milieu de terrain, parce que c'est ce qu'on disait depuis le début de l'émission, le milieu de terrain est catastrophique, pardon. Et voilà, il faut un peu de qualité quand même au milieu, et Bilia est un des rares joueurs du milieu à avoir les qualités pour un poste d'organisateur au milieu de terrain. Bon bah tu nous as fait la transition, hein. Il y aura, nous dit la Bible, des pleurs et des grincements de dents. Voici donc l'enfer des flops avec Gila. Alors, pour commencer ce petit flop 3, donc je mets en troisième position Laxalt. J'évoquais tout à l'heure, voilà, son recrutement qui s'est avéré décevant, effectivement, car le latéral uruguayen qui sortait d'une bonne Coupe du Monde, en tout cas d'une Coupe du Monde somme toute assez correcte, n'a pas apporté grand-chose lors des quelques entrées qu'il a effectuées en cours de match. Bon, certes, ça n'a pas été aidé par les circonstances de ses entrées en jeu, mais en tout cas, je m'attendais à davantage d'un joueur qui était quand même annoncé comme pouvant véritablement même apporter de la concurrence à Rodriguez. Finalement, force est de constater que Rodriguez est restituaire et Laxalt squatte le banc des remplaçants depuis le début de saison. Donc voilà,
petite déception me concernant. Ensuite, en seconde position, Kessié. Donc oui, certes, en dépit de son apport, qui est indéniable physiquement, voilà, c'est un joueur qui ne lâche rien, mais voilà, ses pieds sont toujours malheureusement aussi carrés, et ça commence à devenir un peu problématique. Voilà, on a évoqué depuis le début de l'émission les carences de cet entrejeu. Kessié est le joueur qui les résume le mieux, ça ne fera peut-être pas plaisir à entendre pour bon nombre de tifosi, mais voilà, quand on est un club comme le Milan, un milieu formé par Kessié et Bakayoko, pardon, ce n'est pas possible. A fortiori quand on a le niveau de jeu de l'Ivoirien qui a véritablement du mal à aligner 3 passes correctes, à véritablement être lucide, à ne pas avoir la tête dans le guidon. Donc voilà, certes l'impact est là, mais c'est clairement insuffisant pour un joueur qui dans un 11 comme celui du Milan en première partie de saison, a une place assez importante, a fortiori au regard des absences de Biglia et de Bonaventura. Ensuite, pour terminer ce flop 3, sans doute Çalhanoğlu, donc qui on nous promettait qu'au terme de ces 2 derniers mois de compétition de la saison passée, qu'on allait voir le véritable Çalhanoğlu, celui qui a époustouflé tout le monde en Allemagne. Force est de constater qu'il a à nouveau réalisé une première partie de saison médiocre. Aucun apport. Le peu d'apport qu'il a effectué ne s'est pas vraiment concrétisé par quelque chose sur le jeu. Beaucoup de matchs traversés sans apporter la moindre chose. Un niveau technique, certes, on sent qu'il a quand même quelques bases, mais il est véritablement inconsistant. En tout cas, bon, certes, Gattuso n'a peut-être pas 1000 choix au poste de latéral gauche. Mais voilà, j'en attendais quand même beaucoup plus de la part d'un joueur dont on promettait qu'il allait enfin montrer toutes ses qualités. Bon, certes, il n'a pas été aidé par un contexte extra-sportif en début de saison, mais voilà, ses problèmes personnels ont été réglés, mais pour autant, son niveau de jeu ne s'en est pas trouvé amélioré. Donc voilà, pour moi, c'est indéniablement la grosse déception de ce début de saison. On évoque un départ. Pour moi, si une offre correcte est posée, on évoque un intérêt de Leipzig. Je pense que le joueur n'est pas à retenir, qui plus est pour le montant du transfert proposé, c'est-à-dire 20 millions d'euros. À ce prix-là, je pense que le Milan pourra largement trouver mieux et en tout cas renforcer de manière significative un milieu en remplaçant un joueur qui finalement pour moi ne pourra pas apporter davantage que ce que l'on a vu jusqu'à présent. D'autant qu'on l'avait payé 21 si je ne m'abuse, donc Je crois. on perdrait pas énormément d'argent. Enfin, 1 million d'euros c'est beaucoup d'argent, mais dans le foot, pas tant que ça. Allez Tom, c'est parti. Bon, je disais tout à l'heure que j'avais pas eu de difficulté à trouver mes 3 flops, par contre ça a été compliqué de les placer. Bon, tout d'abord, je vais faire comme pour les tops, pas une mention honorable, mais plutôt un avertissement de travail. Ça va être pour Laxalt. Ou conduite. Laxalt qui est un peu comme l'élève, le lycéen en fait, qui arrive en retard en cours, qui assiste donc à 20 minutes de cours, et en 20 minutes il arrive à se faire remarquer parce qu'il a pas son cahier et pas sa trousse. Donc là c'est un peu ça. C'est la métaphore. Voilà, donc il arrive pendant 10-15 minutes, et en 10-15 minutes, il arrive à se faire remarquer à chaque fois parce qu'il fait de la merde. Donc fabuleux. Néanmoins, vu qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, et parce que mes flops 3 sont tellement magnifiques que je ne pouvais pas le mettre là, mais il aurait mérité quand même. Alors numéro 3, c'est Gattuso, qui n'est que numéro 3, pour la simple et bonne raison que sur le plan comptable, on est encore en course avec des champions, qui est l'objectif majeur. Maintenant, je me suis déjà assez exprimé sur son cas, notamment lors de la dernière émission qui était après Frosinone, si je dis pas de bêtises, ou après la Fiorentina plutôt, que je trouve très médiocre, perdu et pas fait pour être coach numéro 1 d'une équipe. J'espère me tromper, mais malheureusement, plus les matchs avancent, plus je me dis que c'est pas avec ce coach-là qu'on arrivera à atteindre la Ligue des Champions. Je serai le premier à regretter mon erreur si je me trompe à la fin de la saison. J'ai fait également des petits points sur les rencontres qu'on a disputées. Il faut quand même savoir qu'on a perdu 11 points en fin de rencontre. Je pense notamment à l'Atalanta, à Empoli, à la Fiorentina il y a pas très longtemps, pour uniquement 5 points gagnés en fin de match, notamment 4 grâce à Romagnoli avec l'Udinese et le Genoa. Donc ça fait quand même un différentiel de 6 points, et vous rajoutez quand même les 6 points aux 31 qu'on a déjà, ça nous fait quand même un bilan bien plus honorable.
Et je parle même pas des matchs nuls face aux ogres de Bologne et de Frosinone. Ça fait quand même beaucoup de points perdus. Ça rappelle Benevento, hein. À la même Oui, époque, oui, d'ailleurs. oui, oui, Benevento qui était déjà, d'ailleurs, c'était déjà Gattuso parce que son premier match c'est Benevento avec le but du gardien, Ouais. si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour le numéro 3, mais il se sauve en tout cas uniquement sur le plan comptable, à défaut d'une qualité de jeu totalement absente. Et alors, numéro 2 et numéro 1, j'avoue que j'hésite encore parce qu'ils ont rivalisé de nullité depuis août jusqu'à maintenant. Allez, parce que hier il a été bon, je vais mettre que le numéro 2, ça va être Çalhanoğlu. Alors il avait réussi 2 mois, voire 3 l'année dernière, où il avait été bon. Et je me disais même que je pouvais m'être trompé sur ce joueur que j'ai appelé Arnakoglou sur les réseaux sociaux. Ou le truc. Oui, ou le truc, le turc, appelle-le comme tu Non, mais veux. c'est pas très gentil, mais c'est vrai qu'il est chiant. Mais à la rigueur, c'est vrai que sur les 2 derniers mois, je m'étais dit, pourquoi pas? Et puis après tout, on peut se tromper, hein, on est les premiers, on est personne, hein, on peut très bien se tromper. Effectivement, sur les 2 derniers mois de la saison dernière, je le trouvais vraiment bon. Et je me disais, bon, on va voir l'année prochaine un joueur qui met du temps à s'adapter et qui au final, au bout de 6 mois, arrive à être très bon, il n'y a pas de problème, on aura oublié les 6 premiers mois. Bah, le problème, c'est qu'en fait, il a réussi à être encore plus mauvais que les 6 premiers mois qu'il avait fait l'année dernière. L'excuse du côté gauche, pour moi, ne prend pas parce qu'il était déjà, et je pense que Roland aurait bien aimé préciser, mais je vais lui couper l'herbe sous le pied. Il a déjà été ailier gauche, notamment en Allemagne avec Leverkusen. Et on l'a déjà aussi mis un peu dans l'axe sans grande réussite non plus. Et puis ça dispense pas de Alors, réussir une passe, hein. exactement. Je pense aussi qu'il y a un problème psychologique, c'est ce joueur qui a apparemment des problèmes extrasportifs. Mais là encore, quand on est un joueur professionnel, on ne peut pas avoir comme excuse le divorce de sa femme, même si c'est fort malheureux pour lui. Donc, vu que d'un autre côté, je suis pas partisan sur le fait de le vendre parce que malgré tout, on a quand même un bilan financier à tenir et qu'on a quand même dépensé 20 millions pour ce joueur. Je me dis que c'est pas maintenant qu'il faut le vendre et surtout pas en milieu de saison. Donc je ne peux qu'espérer que ce dernier match hier soit le premier d'une longue série de matchs réussis, même si je vous avoue que je n'y crois pas vraiment. Et en numéro 1, je vais pouvoir me lâcher parce que ça fait quand même quelques semaines que j'attends. C'est Kessié. Kessié. Je sais même pas par où commencer. Ce qui est bien d'ailleurs avec lui, ou en tout cas avec certains supporters, c'est que je vois sur les réseaux sociaux et ailleurs qu'il y a quand même de plus en plus de personnes, pardon, qui commencent à se rendre compte que ce joueur est une arnaque, que oui, il est jeune, que oui, il est physique, que oui, il court un peu partout, qu'il est volontaire. Ça, effectivement, on peut pas lui reprocher. C'est un joueur, on pourra pas lui dire qu'il en veut pas. Par contre, ne pas réussir une passe de 1 mètre. Alors, ne pas réussir son placement, parce que je crois que c'était Roland qui était dans les tribunes, c'était face à la Juve, il me confirmera ça, où on a vu un placement de Kessié qui est fabuleux. En fait, je pense qu'il faudrait faire des fois des arrêts sur image sur des actions soit subies, soit créées. Et en fait, Kessié n'est jamais au bon endroit. Mais jamais. Et c'est d'ailleurs bien, c'est qu'on voit Bakayoko qui commence à être un joueur de foot et on se dit putain, Bakayoko, il est très fort. Mais c'est aussi peut-être lié au fait que Kessié est juste très nul. Alors oui, les jeunes, oui, il peut progresser, mais je pense qu'on n'en fera jamais un très bon joueur, on n'en fera jamais un Essien ou un Yaya Touré, comme j'ai pu le lire sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est un joueur qui n'ira jamais plus haut que ce Milan-là. Et je prie n'importe quoi qu'on ait un milieu de terrain, même un milieu de terrain potable, ou même Bilia qui revienne et qui se blesse pas pour la mi-saison, parce que je ne peux pas le voir titulaire. C'est indécent, c'est même pas impoli, c'est indécent de dire qu'on veut viser le top 4 et d'aligner tous les matchs possibles jusqu'à la 95e minute un joueur comme Kessié. Voilà. Bon, bah très bien. Roland, c'est ton tour. Alors, moi, pour la troisième place, j'avais eu un peu plus de difficultés et finalement, je vais aborder un peu l'aspect plutôt mercato estival donc l'été dernier, en parlant de l'Axalt que Gila a déjà évoqué et Castillero. Voilà, 2 joueurs très volontaires, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On le voit à chaque rentrée. Voilà, ils s'investissent, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour l'Axalt, la métaphore de Tom était très bien trouvée. Il arrive en ne jouant que 10-20 minutes en un match à se faire remarquer par toutes ses erreurs.
Voilà, il court un peu partout, il y a ses tresses qui sont un peu dans tous les sens. C'est bien, mais il fait des choses, j'ai l'impression je sais pas, parfois quand on joue au foot le dimanche avec des amis et qu'il y a un passant qui est là avec son chien et finalement le chien s'échappe et va courir après le ballon sur le terrain pendant que tu es en train de jouer au foot. Et ben j'ai l'impression que c'est un peu ça l'Axal. Le mec il est lâché sur le terrain et vas-y, go, cours, fais quelque chose, vas-y, toujours en mouvement, toujours en train de faire quelque chose et de le faire mal, c'est ça qui est assez effarant. Et Castillero, c'est un peu le même registre. Voilà, c'est un peu foufou, ça court un peu partout, mais l'efficacité est pas ultra au rendez-vous. Bon, alors évidemment, il y a le match d'hier soir où il a été globalement intéressant et où il a même permis de revenir rapidement au score, ça, il y a aucun doute là-dessus. Mais voilà, je le trouve très limité tout de même, et même physiquement. Enfin, j'ai du mal à croire qu'on puisse aller quelque part avec un joueur qui se fait bouger aussi facilement du fait de son physique au moindre contact, au moindre coup d'épaule en fait. Et ça, c'est handicapant pour lui déjà, et puis plus globalement pour le Milan, parce qu'on ne peut pas avoir un duel avec ce joueur qui, même d'un point de vue technique, ne me semble pas époustouflant. Et voilà, faut se souvenir aussi qu'accessoirement, il a été payé 25 millions d'euros. Voilà. Pour être une doublure qui n'apporte pas grande satisfaction à l'heure actuelle. Et ensuite, bon, les deux premières places, voilà, ça a déjà été évoqué par mes chers collègues. Difficile de trouver l'ordre, Çalhanoğlu, caissier, donc on va le faire par ordre alphabétique. Hein. Deuxième place, on va dire caissier, qui continue dans sa lancée de l'année passée, qui n'apporte rien. Qui est pareil, un mec qui court, c'est très sympa, mais effectivement, je pense que l'idée des arrêts sur image est assez bonne, parce que des fois, il est à contresens complet du jeu. Il n'est pas dans le bon tempo, il n'est pas dans l'action. Voilà, je suis toujours aussi dubitatif à son sujet. Comme je disais précédemment, j'espère que le retour de Bilia va permettre de le faire sortir du 11, parce qu'on en est là, surtout si Bakayoko maintient son niveau, hein, c'est surtout ça l'inquiétude, si on veut. Donc voilà, on va dire caissier, mais je me suis déjà suffisamment épanché à son sujet lors des émissions précédentes. Et Çalhanoğlu, toujours en première place, hein, voilà, qui hier a fait un match, on va dire, correct, mais qui est toujours aussi limité, qui n'a pas, comment dire, vraiment exploité l'opportunité qu'il a eu avec la blessure de Bonaventura, puisque c'était quand même voilà, l'opportunité pour lui de revenir au milieu dans un 4-4-2, puisqu'on nous dit qu'au milieu il serait plus performant. Bon, ses soucis extrasportifs de divorce avec sa femme, j'ai cru comprendre qu'ils ont été réglés, puisqu'il me semble que monsieur et madame sont à nouveau ensemble. Donc voilà, on n'a plus cette excuse-là. Il y a toujours cette excuse du poste. Bon, voilà, Tom s'est déjà exprimé là-dessus avant. Bon, si une offre suffisante vient d'Allemagne, que ce soit comme Leipzig, comme c'est le cas actuellement, comme le soulignait Gila, ou bien Schalke 04 pendant un temps qui avait été évoqué, je pense que ce sera avec plaisir d'une certaine façon, mais en même temps, est-ce qu'on serait pas un peu court en termes de joueurs au milieu de terrain? Voilà, je me pose la question. Et oui, aussi, j'oubliais, j'attends toujours le fameux coup franc du meilleur tireur de coup franc du monde. Voilà. Moi aussi. Rendez-vous sur YouTube, hein, je pense. Oui, YouTube, c'est bien, mais bon, ça commence à dater d'il y a 3-4 ans, si je me souviens bien. Ouais. Il en a mis un l'année dernière. Ah, pardon. Le dernier match face à la Fiorentina, je crois. Oui, c'est vrai, Ouais. ça va bien. Mais ça fait qu'un seul pour le meilleur tireur de coup franc du monde, ce qui est quand même très pauvre. Mais je te rejoins. Et je pense que Pjanic doit bien se marrer, voilà. Bon bah merci en tout cas pour ma part. Évidemment j'aurais pu mettre Laxalt, mais j'ai préféré me concentrer sur les titulaires en commençant par Higuain. Je vais surprendre, hein, mais évidemment je critique pas Higuain pour ses qualités intrinsèques, tout le monde le comprendra, même si c'est vrai que ses vendanges contre l'Olympiakos
nous ont coûté, selon moi, la qualification en Europa League. Mais je critique Higuaín pour son attitude déplorable et exaspérante sur le terrain. Alors on sait qu'il voulait pas quitter la Juve, on sait qu'il s'est senti contraint de venir au Milan, hein, mais justement on sait aussi qu'il se fiche éperdument du club. En tout cas c'est une impression qui commence à être partagée assez largement. Je pense qu'il doit être aussi frustré d'avoir si peu d'occasions et que ce cocktail provoque des attitudes franchement puériles et préjudiciables à mon avis sur le long terme. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'Higuaín, qui sortait déjà, si je ne m'abuse, d'une saison en demi-teinte l'été dernier, souhaite nous quitter plus vite que prévu et du coup qu'il ne soit pas à 100% d'ici la fin de saison. Donc je peux me tromper. Je sais que je vais choquer par ce choix évidemment parce qu'Higuaín n'est pas le plus mauvais joueur du Milan AC. Higuaín est le meilleur buteur à l'heure actuelle du club, on est d'accord, mais je critique plus l'homme que le joueur, en tout cas pour l'instant. J'attends qu'il me fasse mentir en deuxième partie de saison. Numéro 2, caissier, vous avez tout dit, j'y reviens pas. Et numéro 1, évidemment, Çalhanoğlu, toujours pas dans le rythme, toujours imprécis, toujours incapable d'éliminer ses vis-à-vis, toujours incapable de réussir un coup franc, tu viens de le dire Roland, bref, toujours plus énervant, et donc toujours plus proche, je l'espère, d'un retour en Allemagne pour ma part, hein, même si je sais même si on n'a pas Keita, c'est vrai qu'il faudra un remplaçant, mais pour moi la plaisanterie a assez duré. Roland, je crois que tu veux réagir sur Higuaín. Oui, Higuaín, je pense que c'est un grand sujet de débat. Que tu le cites dans les flops, je pense que c'est tout à fait légitime. En effet, je n'avais pas abordé sous cet angle-là. Je pense qu'il y a un juste milieu à tout ça. Certes, il ne voulait pas partir de la Juve, mais je pense que effectivement, il n'a pas non plus refusé le Milan, comme ça a été le cas, par exemple, pour Morata par le passé. Il est venu, il s'est bien intégré au sein de l'équipe, j'ai l'impression. Il avait l'air d'être conscient du chantier, si on veut. Et malheureusement, voilà, son attitude n'est pas conforme à ce qu'on peut attendre d'un joueur star comme il l'est. Mais c'est aussi, je pense, ce qu'on peut appeler l'égoïsme du numéro 9, qui se doit d'être égoïste pour réussir à son poste. D'ailleurs, ça pêche un peu pour Cutrone qui est parfois qui veut parfois trop jouer avec ses collègues et qui devrait être parfois un peu plus égoïste. Mais voilà, Higuaín je pense qu'on ne peut pas remettre en cause ses qualités, mais c'est vrai que son attitude est très limite. Mais ça va de pair avec tout ce qu'on disait avant sur le milieu de terrain. À partir du moment où on arrive à ne pas faire marquer un numéro 9 comme Higuaín, voilà, moi je comprends totalement sa frustration. Je n'approuve pas son attitude parce que certains matchs, c'est vrai qu'il a été assez exécrable et on avait descendu pareil des joueurs comme Balotelli pour des attitudes équivalentes. Voilà, c'est un mélange de tout ça et moi c'est un joueur que j'apprécie depuis plusieurs saisons, Higuaín, depuis le Real Madrid même déjà à l'époque. Et là hier soir le voir marquer et puis surtout voir la joie qui était partagée avec tout le groupe et même apparemment Higuaín qui était un peu en larmes après son but. Et moi ça m'a fait plaisir parce que c'est avec un mec comme lui qu'on va pouvoir potentiellement aller chercher la Ligue des Champions. Et voilà, hier il a eu son ballon dans la surface et il l'a mis quoi. Voilà, je crois qu'avec un peu de chance, ça devait être un des 2 ou 3 ballons qu'il a eu dans la surface. Contre l'Olympiakos, il en a eu quelques-uns quand même. Hein. Oui, contre l'Olympiakos, c'est vrai. Voilà, mais c'est comme je disais avant, il y a tout le contexte, donc attitude, environnement en termes de qualité de ses partenaires et d'animation dans le jeu prôné par Gattuso. C'est un cocktail de tout ça. Et bon, j'espère que les vacances vont lui faire du bien et qu'on pourra compter sur un Higuaín en forme sur la phase de retour. De toute façon, il vaut mieux, effectivement. J'espère qu'il me fera mentir, c'est ce que j'ai dit en deuxième partie de saison. Mais bon, pour ma part, je sens pas un gros attachement au club, on verra. J'espère me tromper. Nous finissons comme toujours par nos attentes, nos espoirs, nos perspectives d'évolution et nos solutions. Bien sûr, il est temps d'en trouver. Alors, c'est vrai que c'est pas facile, Roland en parlait tout à l'heure, pour que donc le Milan puisse enfin retrouver son standing. Alors, dans un premier temps à court terme, mais peut-être aussi pouvons-nous voir plus loin, Gila. Quelles sont tes sources d'espoir en dehors, effectivement, de cette 4e place qui semble accessible puisqu'on est à un point? C'est une question assez compliquée. Est-ce que j'ai encore de l'espoir pour ce club? Oui, un petit peu, vu qu'on est quand même supporter, donc on a quand même un petit peu d'espoir, mais voilà, de toute façon, cette 4e place est absolument indispensable, tant sur le plan sportif qu'économique, donc terminer une nouvelle fois cette saison hors de la zone Champions League, n'est tout simplement pas envisageable, et il y a fort à parier qu'un
cataclysme pourrait survenir, ne serait-ce que sur les départs, quoi, parce qu'une nouvelle saison sans rentrer liée à la Ligue des Champions et tout le reste ferait que le Milan devrait se séparer de pas mal d'éléments, dont notamment Higuaín qui ne pourrait pas être acheté, outre Bakayoko. À court terme, je pense que le Milan doit profiter du mercato hivernal qui s'ouvre pour faire quelques ajustements. Bon, ils concerneront surtout le secteur offensif. Bon, après la petite plaisanterie Ibrahimovic, le Milan devrait, je pense, recruter quelqu'un devant. On parle de Luis Muriel de FC Séville, qui a pour lui une certaine polyvalence, car il peut évoluer en tant qu'attaquant de pointe, mais également comme ailier droit, ce qui lui permettra de suppléer tant en pointe que sur le côté, notamment Sousso. A signalé d'ailleurs le départ de Borini, donc cette arrivée pourrait effectivement être intéressante. Reste à savoir quel sera le rendement du joueur, car il tire actuellement de bord à Séville, donc je ne suis pas non plus convaincu sur l'apport potentiel du joueur. Mais bon, à voir. En tout cas, c'est la piste la plus chaude actuellement évoquée en attaque. Voilà, après c'est difficile de savoir si Gattuso terminera bien la saison, car effectivement il s'est sauvé hier contre la Spal, très bien. Reste à savoir si le mois de janvier se passera bien, car le Milan entrera en lice en Coupe d'Italie. À voir si un échec en Coupe d'Italie pourrait une nouvelle fois remettre en cause son poste, son avenir, tout comme une nouvelle série de déconvenues en championnat, donc il y a une certaine incertitude à ce niveau-là. Donc, je sais pas trop. En tout cas, si ce n'est désespoir, celui d'accrocher cette fameuse 4e place. Je n'ai franchement pas d'attente en particulier vis-à-vis du club. Comme d'habitude, les attentes en fait concerneront l'été prochain et la nécessité de vraiment tout remettre à plat, tant en ce qui concerne le nom de l'entraîneur qu'essentiellement l'organisation au sein de l'entrejeu, chose qui fait cruellement défaut au club ces dernières saisons et qui est notamment la source de ces difficultés récurrentes. Très bien, alors Tom, on parlait de la Coupe d'Italie là à l'instant, Gilles l'évoquait, est-ce que ça doit devenir un objectif déjà dans un premier temps, parce que finalement le titre on n'a aucune chance, l'Europa League c'est fini, devons-nous viser la Coupe d'Italie, et puis surtout, as-tu des pistes pour les recrutements, des envies aussi peut-être, hein, pas forcément des noms qui ont été cités, mais des choses qui pourraient être faites dans les semaines qui viennent et qui apporteraient quelque chose, notamment dans l'entrejeu, hein, des éléments positifs pour ce Milan qui en manque cruellement. La Coupe d'Italie ça dépend, la Juve est dans quelle partie de tableau? J'ai pas regardé. Parce que si on les affronte avant la finale, de toute façon, c'est comme d'habitude, hein, on risque de perdre face à la Juve. Hein. Je suis peut-être alarmiste, mais bon. Après, oui, sur le fait de jouer de manière concrète et réelle et pas faire tourner et mettre l'équipe B en coupe, je pense donc seulement c'est une bonne idée, mais que c'est la moindre des choses vu le sketch qu'on a fait en Europa League. Mais enfin bref. Pour ce qui est des attentes et des espoirs, l'espoir c'est de finir 4e, on va pas se le cacher. Espoir à la fois en tant que supporter, mais à la fois pour le bien du Milan qui en a cruellement besoin, tant au niveau du prestige qu'au niveau financier. Ensuite, je suis curieux de voir ce qui va se passer encore une fois avec le TAS, parce qu'on a encore eu recours au TAS pour contester la nouvelle décision de l'UEFA, qui au demeurant n'était pas si difficile que ça et si pénalisante que ça, même si je crois comprendre que, donc pour en parler 30 secondes, on avait je crois 2 ans et demi pour arriver à l'équilibre, donc ça nous faisait arriver en 2021 avec un maximum de déficit de 30 millions d'euros, et je crois que le club aimerait augmenter d'une année, et en tout cas repousser le délai d'une année et donc arriver à l'équilibre pour 2022, ce qui leur laisserait plus de temps et de possibilités et de marge de manœuvre en tout cas, pour arriver à cet équilibre-là. Il y a aussi le montant de l'amende, hein, qui est de 12 millions d'euros, donc que le club voulait contester. Ça, c'est vrai. Mais en sachant qu'effectivement, si par miracle le TAS nous donne une nouvelle fois raison et qu'on arrive à avoir cette décision-là et ce délai-là, moi, le pessimiste de base, commencerait à avoir un peu d'espoir, parce que clairement, avoir 3 ans pour tout reconstruire avec les mecs qu'on a mis en place,
avec un mec comme Gazidis qui a quand même une certaine expérience, un certain vécu au niveau de tout ce qui est commercial, au niveau du domaine financier, je commencerai à avoir confiance. Donc vraiment, je pense que c'est une décision qui va être importante, en tout cas une décision qui va devoir être scrutée parmi tous les supporters du club. Et au niveau à court terme, donc au niveau du mercato, malheureusement, en attendant cette décision-là, je pense qu'on va pas pouvoir attendre 54 joueurs, dont des achats faramineux comme Milinkovic-Savic à 70 millions. Euh, Malheureusement, on a quand même certains manques. Avec le retour de Bilia, le manque au milieu se reporte à un seul joueur parce que Bakayoko est là au moins jusqu'en juin. Donc j'espère un joueur du côté du milieu. Ça parle de Fabregas qui serait disponible et libre, ce qui rentrait dans nos cordes financièrement. Mon coup de cœur, ce serait Tonali parce que en dehors du talent du joueur, c'est aussi un profil qui nous manque. Malheureusement, tout joueur qui va coûter de l'argent risque d'être difficile pour ce Milan-là en janvier. Un petit échange avec l'Axalt. L'Axalt, malheureusement, n'acceptera pas de jouer en série B, mais par contre, l'Axalt pourra accepter de jouer en Russie parce qu'il devait jouer au Zénith. Et au Zénith, il n'y a pas Redes qui a un temps été observé par le club. Ça peut être aussi une opportunité. De toute façon, je pense que ce mercato-là sera fait d'opportunités. On l'a bien vu l'été dernier aussi, où on a pris Castillero parce qu'il fallait qu'on envoie Bacca à Villarreal, et on a pris l'Axal pour récupérer les sous de la Padula. Donc je pense que ça va être dans ce genre d'ajustement-là. Et donc effectivement, je pense qu'un mec comme Tonali risque d'être compliqué à avoir, même si j'espère me tromper. Donc il est pas très cher, Tonali, si je ne m'abuse. C'est pas Barella, hein, c'est pas les mêmes prix. Ah non, Barella, c'est sûr que non. Barella, c'est beaucoup trop cher aujourd'hui. Tonali, c'est vrai que c'est la frontière, on peut se dire pourquoi pas. Il joue en série B, donc théoriquement, oui, il est pas attendu par tous. je pensais naïvement, je me suis dit, bon, Brescia, ça va aller, c'est pas un grand club, enfin un grand club, c'est un club historique de l'Italie, mais ça n'a jamais été un club qui allait très loin, qui pouvait monter en Serie A, mais j'ai cru voir qu'ils étaient premiers au deuxième, donc je les vois mal nous lâcher leurs meilleurs joueurs en janvier. Bon, enfin bref. Et sinon, en dehors de Muriel qui pourrait apporter, à condition de n'avoir pas une obligation d'achat et de n'avoir pas un salaire trop imposant, un profil polyvalent et remplacerait avantageusement Borini. J'aimerais bien un ailier gauche, mais là encore, c'est comme Tonali. Je pense que ça va dépendre des opportunités et des possibilités. Les joueurs que j'ai en tête sont chers, très chers. Et beaucoup trop chers pour ce Milan-là. Donc j'espère voir une bonne idée sortir du chapeau de Leonardo et Maldini et qui pourrait nous permettre d'avoir un effectif suffisamment qualitatif pour atteindre cette 4e place. Alors on va demander à Roland s'il est optimiste pour cette fin de saison. Non. Non, vous savez, c'est un peu la marque de fabrique de l'émission et je ne vais pas, déroger à la règle. Voilà, on a évoqué les nombres de points potentiels des 4e ces dernières saisons. Sachant qu'on a que 31 points à l'heure actuelle, je suis pas particulièrement enthousiaste. J'espère qu'on va retrouver tous les blessés en forme, que ce soit Bilia, que ce soit même Caldara, que ce soit Strinic aussi. On parlait de Laxalt qui n'était pas une recrue à la hauteur et qui pouvait concurrencer Rodriguez. J'espère que Strinic va retrouver le rythme après son problème cardiaque et qui pourra parfois faire souffler Rodriguez ou rentrer de manière plus intéressante que Laxalt. Voilà, il y a tous les blessés. Si on pouvait les avoir déjà à disposition, ça serait un premier point. Je le dis et je me répète, concernant Paqueta, il faut pas espérer qu'il révolutionne le milieu ou le Milan de manière plus générale. Il sort d'une saison complète au Brésil, il débarque en Europe, il est jeune. On verra l'année prochaine, la saison prochaine plutôt. Faut pas, je pense, espérer grand-chose de lui et de manière immédiate. Après, est-ce que dans la situation du Milan, il était judicieux de sortir 35 millions, certes payable plusieurs fois, sur un joueur qui ne connaît pas l'Europe, qui ne connaît pas le championnat? Voilà, c'est un autre débat. Tout ce que j'espère, c'est que je n'y crois que très peu, mais j'espère qu'on va aller en Ligue des Champions au terme de la saison. J'espère aussi qu'on fera un parcours honorable en Coupe d'Italie parce que voilà, après notre brillante performance en Europa League, on a quand même quelque chose à se faire pardonner.
Et puis bon, une finale, ça fait toujours plaisir, même si celle de l'an passé pique encore un peu avec le 4-0. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir pour dire que le 16 janvier, on a donc la Super Coupe en Arabie Saoudite. Euh, voilà, disons que je n'ai pas beaucoup, j'ai pas beaucoup d'espoir non plus sur cette fois-là, mais j'en avais pas en 2016 et finalement on l'a gagné au tir au but, donc pourquoi pas. Ouais, sur un malentendu, tout peut arriver. Ouais, voilà. Surtout que bon, Souzo sera suspendu pour cette rencontre. Voilà. Et puis sinon, en dehors de ça, je vais pas m'épancher sur le mercato parce que on sait que de manière générale, le mercato de janvier, c'est surtout des retouches, des opportunités. On parlait de Fabregas, par exemple. Si c'est vrai qu'il est libre, il est laissé libre par Chelsea ou pour un montant dérisoire et qu'il accepte de venir chez nous pour un salaire pas non plus à la Higuain, si on veut. Ça peut être une bonne recrue, même si je suis pas un fan immense du joueur, mais en tout cas, je pense qu'à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup mieux dans notre milieu de terrain. Et puis après, voilà, ce sera du prêt, comme on parle, dont on parle pour Luis Muriel, par exemple, qui connaît le championnat. Bon, je vais pas essayer de vendre un joueur médiocre ou moyen comme lui, mais voilà, lui au moins il connaîtra le championnat, donc pourquoi pas. Et à part ça, bah, j'espère que toute cette petite nouvelle direction, ce nouveau propriétaire, donc que ce soit le fonds Elliott avec maintenant l'arrivée de Ivan Gazidis, ainsi que voilà, Leonardo et Paolo Maldini qui s'installent dans leurs rôles respectifs, vont arriver à concocter quelque chose de correct pour la suite. On a tous ces enjeux-là avec le fair play financier, avec l'UEFA, avec le TAS. Je pense que notre cas est très suivi devant en ce qui concerne le fair play financier, puisque je pense, la première fois qu'il y a autant de tractations, d'appels, de second jugement, voilà, de choses comme ça qui sont faites à l'égard du fair play financier, qui jusqu'à présent faisait des sanctions relativement sympathiques pour les différents clubs. Voilà, c'est la première fois qu'un club, je pense, tient véritablement tête sur la durée à l'UEFA par rapport au fair play financier. La future décision du tribunal arbitral du sport, je pense, aura un gros impact sur l'avenir du fair play financier, sur ses conditions d'application, sur ses modalités, sur ses critères. Donc voilà, je pense qu'on est un peu observé par nombre de dirigeants et même d'amateurs de football en Europe. Notre cas fait débat et espérons qu'il se termine de la meilleure des façons possibles pour le Milan en grattant une, voire deux ou plus années pour arriver au fameux équilibre voulu par le fair play financier. Bien, en ce qui me concerne, comme vous avez tout dit sur les objectifs, on a parlé de la Coupe d'Italie, on a parlé de ce qu'on souhaitait pour la saison prochaine, etc. On a parlé des transferts. Je vais vous sortir mon refrain habituel, hein. Je répète à chaque émission qu'il y a trop peu d'Italiens dans cette équipe. 4 maximum cette année d'ailleurs, ce qui est pour moi totalement inacceptable. Alors évidemment, tout le monde le sait, la première raison de mon italianisme revendiqué, c'est l'adéquation logique selon moi entre un peuple, une ville et son équipe. J'en ai parlé en long, en large et en travers dans différents articles, donc je passe. Mais la deuxième, c'est la cohésion linguistique et culturelle, j'insiste, de joueurs qui élevés dans un même environnement, jouent le même football et sont donc plus susceptibles de proposer un jeu plus cohérent et plus efficace. Ça, c'est une piste possible pour la liaison milieu-attaque, les problèmes de cohérence au milieu de terrain, etc. Et si on s'intéresse à la fois au Milan et au contexte italien actuel, il y a deux choses qui sautent aux yeux. J'ai deux données élémentaires et essentielles que j'ai citées d'ailleurs depuis le début de saison déjà. La première, ce sont les sommes astronomiques que le club a dépensées depuis 2 ans pour des étrangers dont la plupart ne sont tout simplement pas au niveau. Je pense à Kessié, Kalinic, André Silva, Çalhanoğlu, Laxalt et je dois certainement en oublier. Et la seconde, vraiment dont je parle souvent, quasiment à chaque émission d'ailleurs, c'est le double résultat très positif obtenu par les U17 et U19 italiens cette année. Donc si je synthétise, on persiste avec des étrangers médiocres et on snob les Italiens talentueux qui coûtent beaucoup moins cher au passage. Et que dire des cas, là encore il faut en parler, Bellanova et Plizzari gratuits puisque déjà chez nous, hein, donc je persiste à dénoncer la ruineuse préférence étrangère et à encourager, comme depuis 10 ans, je vais pas me refaire, tout le monde me connaît, le retour à l'italianité vertueuse, à la fois sur le plan sportif et sur le plan économique, ce qu'on ne dit pas assez, parce que certains joueurs
issus des U17 et U19 coûtent beaucoup moins cher que les mecs qu'on a recrutés. On a cité les 35 millions pour Paqueta, on a cité Laxalt, on a cité André Silva, etc. Enfin, on a dépensé énormément d'argent ces 2 dernières années pour des mecs qui nous ont rien apporté. Donc l'argument financier, les Italiens trop chers, ça ne tient même plus. Vous voyez, donc on est performant sportivement avec nos sélections de jeunes, mais en réalité on les snob, on les regarde pas même quand ils jouent chez nous. Et ça me choque. Et quand je vois nos lacunes, franchement, on peut pas se le permettre. Voilà. Donc je tenais encore une fois à remettre les pendules à l'heure sur cette question. Parce qu'il faut parfois faire une piqûre de rappel sur des sujets qui selon moi sont essentiels. Après chacun en pensera ce qu'il voudra. Il est l'heure du mot de la fin avec Gila. Bah, mot de la fin, somme toute assez classique. Espérer, je vais me répéter, que cette 4e place soit atteinte, car elle est absolument indispensable. Puis, c'est peut-être un vœu pieux, mais prendre un peu plus de plaisir à regarder le Milan jouer, car effectivement, comme tu le soulignais en début d'émission, MJ, regarder ce Milan a même tendance à dégoûter un peu du football, donc ce qui est dommage dans l'absolu, car ce n'est pas le rôle principal d'un club, mais voilà, après on porte quand même un petit peu d'intérêt à tout ce qui se passe autour du club, ne serait-ce que l'installation entre guillemets du duo Leonardo Maldini, dont on attend pas mal au cours du mois de janvier. L'apport aussi de Gazidis, qui apportera véritablement quelque chose du point de vue commercial et du point de vue de l'image du club également, qui retrouve quand même des gens sérieux, des gens sérieux à sa tête après Berlusconi et notre ami Yong lui qui est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Donc voilà, une nouvelle entre guillemets une nouvelle année de transition dont on espère qu'elle permettra au club de véritablement se lancer, ce qui passe par une seconde partie de saison très très sérieuse et par la correction d'un certain nombre de manques vus en première partie de saison qui ne peuvent pas se reproduire, sinon le Milan pataugera encore et toujours. Bon, Tom. La semaine dernière, de la dernière émission, j'avais dit que l'émission de mi-saison se ferait avec au moins un licenciement. C'était pas Gattuso, mais comme je l'avais annoncé, il y en avait un autre qui était sur la scène, c'était l'entraîneur de la Primavera. Ah oui. Je crois que le soir même, après l'émission, sa tête a été coupée. Sur le sens littéral du terme, bien entendu. Mais en tout cas, donc enfin, il a quitté son poste parce qu'il faisait absolument n'importe quoi. Je n'ai pas le nom en tête, ou en tout cas, je l'ai oublié de son successeur, mais ça a été officialisé hier. Et Giunti. Merci, voilà. Et j'espère d'une part, en tout cas, qu'il va réussir à remobiliser une équipe qui, au demeurant, a quand même certaines qualités. Et qui ne mérite absolument pas de descendre en 2e division de la Primavera, et qu'il arrivera en tout cas à faire émerger et à faire progresser certains potentiels, parce que je pense qu'il y a quand même de la qualité. Et la transition est toute trouvée au niveau des jeunes, parce que tu en parlais un peu avec Bellanova et Pizzari. Il faut savoir quand même que Bellanova est en fin de contrat en juin, et malheureusement, donc Gattuso semble toujours ne pas compter sur lui, ne le sélectionne jamais. Et malheureusement, enfin en tout cas heureusement pour nous, il y a Conti qui revient, mais c'est pas le retour de Conti qui va arranger les choses, parce qu'on se retrouve avec un nombre de latéraux démentiels, et j'ai un peu peur qu'on se sépare de lui à la mi-saison. Et je pense qu'on fait une énorme connerie, et seul l'avenir nous le dira, mais parce qu'après il peut très bien sortir de son concours, avoir des difficultés et ne pas exploser à la Samp. Mais j'ai un peu peur qu'on le regrette amèrement. D'autant qu'on voit des jeunes qui ont brillé en U19 briller actuellement en Serie A, et je pense notamment à Zaniolo, qui est une réelle belle surprise du côté de la Roma. Et ça me fout les boules, clairement, de voir un joueur qui, au demeurant, n'était pas celui qui était le plus démentiel du côté de l'Italie chez les U19, briller à ce point et progresser, parce que oui, il progresse quand on le fait jouer, et là, il est en train de progresser, alors qu'on a un Bellanova qui se morfond toujours en Primavera. Voilà. Ah oui, tu confirmes ce que je dis, c'est bien malheureux. Roland. Alors moi, je vais évoquer un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On va parler du stade. Voilà, il y a eu des avancées récentes ces derniers temps avec Scaloni, président du Milan, qui a donc plus ou moins confirmé que à terme, le Milan allait quitter San Siro sans pour autant se débarrasser de l'Inter, puisque les deux clubs sont en train de s'entendre pour construire un stade ensemble. Un stade qui appartiendrait donc aux deux clubs.
loin de San Siro. Voilà, chacun se fera juge de ce qu'il veut par rapport à l'histoire du club, par rapport à sa vision du football, mais il s'avère que maintenant, tout à l'heure on parlait de finances, on parlait de revenus, on parlait de Coupe d'Europe, mercato. Voilà, maintenant avoir un stade, c'est devenu obligatoire. D'ailleurs, Leonardo l'a plus ou moins abordé lors de sa grosse sortie médiatique il y a 2-3 jours en signalant que la Juve, avec son stade de 42 ou 44 000 places, je sais plus, qui lui appartient, génère 3 fois plus de revenus que le Milan avec San Siro, qui est un stade à 78, 80 000 places, mais qui ne lui appartient pas. Voilà, c'est aussi une réalité dans le football d'aujourd'hui. C'est comme ça que des clubs s'assainissent d'un point de vue financier. Les exemples récents, c'est l'Atlético Madrid, c'est l'Olympique Lyonnais à une moindre échelle. Est-ce que c'est une bonne évolution? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça semble être comme ça à Milan. San Siro, ça sera bientôt du passé. Enfin, bientôt, ouais, ce sera, je pense, pas avant 5 ou 6 ans peut-être, mais San Siro, ce sera bientôt du passé. C'est dommage, je pense, qu'on n'ait pas réussi à conserver ce stade pour nous, puisque on le rappellera jamais assez. Il avait été construit par Piero Pirelli, qui était président du Milan dans les années 20. Il l'avait construit donc pour son équipe avant que ce stade soit racheté par la commune quelques années plus tard. Donc voilà, c'est le stade historique du Milan, même si le Milan a déjà connu plusieurs stades dans son histoire. San Siro, c'était la maison du Milan qui avait été construite pour le Milan, qui était occupée par le voisin, si on veut, squatté, même si on veut être un peu plus piquant. Voilà, c'est dommage, mais Pourquoi ne pas le malheureusement. racheter, Roland? Mais pourquoi ne pas le racheter? Parce que la mairie ne veut pas, tout Ah, simplement. la mairie ne veut pas vendre, donc ils vont La, détruire la, le stade. C'est une source de revenus quand même assez importante. Oui, mais Il si n'y a personne pas que ne l'utilise, les ils n'auront pas de matchs, revenus. il y a les événements à côté. Donc, mais c'est quand même un élément du patrimoine milanais dont la ville n'entend pas se séparer, quoi. Donc, D'accord. c'est un statu quo qui n'évoluera pas malheureusement. c'est comme les grands débats qu'il y a eu autour des stades en France par rapport à l'organisation de l'Euro 2016. On voit par exemple que l'Olympique lyonnais, j'en parle un peu parce que je connais un peu l'environnement, l'Olympique lyonnais s'était proposé pour racheter, rénover de manière profonde le stade de Gerland, son stade historique. La mairie s'y opposait déjà parce que elle en tire des revenus, parce que d'autant plus que Gerland est classé monument historique, puisque c'est un monument qui a été dessiné par un célèbre architecte lyonnais qui s'appelle Tony Garnier. Voilà, il y avait plusieurs freins qui ont fait que finalement l'OL s'est construit son propre stade plus loin. Pareil à Madrid, pour l'Atlético, le stade dont le nom m'échappe, c'était Vicente Calderón. voilà, tout à fait. Appartenait aussi à la ville de Madrid, si je me souviens bien, qui en tirait des revenus, dans un quartier où les possibilités d'aménagement n'étaient pas immenses. Donc voilà, le club a préféré battre de ses propres ailes, se construire son stade, le Wanda Metropolitano, si je me souviens bien. Et d'ailleurs, le stade Vicente Calderón est en cours de destruction à l'heure actuelle par la mairie. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, est-ce Et que c'est Gerland? une bonne chose? Pardon? Et Gerland, il est encore utilisé par. Ils font des événements? Comment ça se passe? Et le rugby, non? Je crois qu'il y a le rugby. Gerland, maintenant, ça a été retravaillé. Il y a eu des travaux qui ont été faits dans les tribunes, mais à l'échelle moins importante que ce qui était voulu par l'OL, évidemment, qui voulait agrandir la taille. Là, c'était justement pour rapetisser un peu le stade, et c'est maintenant exploité à tour de bras par le rugby lyonnais, par le Ah, Loup, d'accord. qui est en top 14. Et la mairie souhaite toujours d'ailleurs s'en servir pour des concerts, ce genre d'événements. D'ailleurs, la mairie ne s'est pas privée de vendre le nom Stade de Gerland pour que Gerland soit rebaptisé du nom d'une boîte d'assurance. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche maintenant aujourd'hui. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je ne sais pas. Mais en tout cas,
l'avenir du Milan et de l'Inter semble être en commun, encore une fois, mais dans un autre stade que Ça, c'est San Siro. malheureux, ça. C'est malheureux. Enfin, je parle même pas du fait de quitter San Siro, parce que j'ignorais que la mairie refusait de vendre. Moi, je pensais que la mairie, se retrouvant avec un stade sur les bras, ne saurait pas quoi en faire et perdrait en réalité de l'argent si le Milan s'en allait. Mais non, c'est le fait qu'on ne puisse pas se débarrasser de l'Inter, moi, qui me pose le plus de problèmes. C'est-à-dire qu'on va encore, une nouvelle fois, fonctionner avec eux. On peut pas à un moment donné les laisser dans leur coin, ceux-là? Bah oui, ça serait bien, mais à l'heure actuelle, est-ce que le Milan peut se permettre de construire un stade tout seul? Je ne pense pas. L'Inter non plus, même si l'Inter a, elle, trouvé une propriété, un propriétaire un peu plus stable, si on veut, depuis 2 ans maintenant. C'est le débat est le même, donc voilà, les deux clubs veulent s'associer pour construire un stade. Ça va pas faire plaisir aux tifosi. Moi, ça me fait pas plaisir non plus. J'aurais bien aimé, si tant est qu'on soit obligé de quitter San Siro, j'aurais bien aimé voir un stade entièrement dédié à la gloire de l'AC Milan, mais Bah ça, oui. malheureusement, ça n'aura pas lieu. Et puis bon, bah voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça a été décidé. Et je pense que les bénéfices d'un stade de propriété seront plus importants que l'aspect négatif d'une cohabitation avec l'Inter. Très bien, c'est noté. Ben, on aura eu un point culturel en tout cas sur le stade de Gerland avec le grand architecte lyonnais, etc. Ça aurait été la minute culturelle de l'émission. Bon, alors il n'y a pas eu beaucoup de points positifs, mine de rien, dans cette émission, hein. C'est vrai que si on fait le bilan entre ce que tu viens de nous annoncer là, les transferts dont il ne faut pas espérer grand-chose, la Coupe d'Italie comme seul objectif restant, si tant est qu'on ne rencontre pas la Juve avant la finale, et encore, même si on les rencontre en finale, quoi qu'il arrive, c'est compliqué. Le malentendu possible le 16 janvier pour la coupe, la super coupe, je sais pas quoi là. Bon, et c'est quand même assez navrant. On va quand même vous souhaiter un bon réveillon, hein, c'est toujours ça de prix. J'espère que vous allez bien vous amuser et fêter le passage à 2019 comme il se doit. Et on se retrouvera donc dans quelques jours pour les prochains matchs du Milan. C'est quand d'ailleurs le suivant, vous savez? C'est le 12, Le 12. Ah bah il y a encore un peu de La temps. Coupe Bon, bah, d'Italie. la Coupe c'est la d'Italie, Coupe bah d'Italie. justement, voilà, la Coupe Ouais. d'Italie, peut-être qu'on verra Bellanova s'il n'est pas parti d'ici là. Allez, profitez bien, bon réveillon à tous, à très vite, salut! Ciao. Ciao. Salut!